Donc, pour comprendre la PNL, il faut comprendre le mécanisme du cerveau. On a 10% de conscient et 90% d'inconscient. L'inconscient est notre pilote automatique. Il va se servir de ces informations pour piloter ta vie et va aussi te protéger. Meriba est coach en PNL, la programmation neuro-linguistique. Elle aide les particuliers et les entreprises à surmonter les challenges de l'existence pour atteindre la sérénité et le succès. Imagine toutes ces informations qu'on a depuis le ventre. Depuis le ventre de notre mère. Et peut-être même des choses que la maman a vécues elle-même. Et c'est pour ça que parfois des gens viennent me voir et me dire oui, je sais pas, à chaque fois que je me trouve à cet endroit, je me sens stressée, je ne sais pas pourquoi, je connais pas la cause. J'entends juste le générique. Pam, 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 pam. Tu sais, les musiques un peu dramatiques là qu'ils utilisent pour les infos. Et je me mets à pleurer en disant oh non, oh non. Comment toi tu as fait pour passer de ce mode plaignant au mode boostant, quoi, c'est-à-dire être positif dans ta vie? La première étape de la transformation, c'était de faire la paix avec mon passé. Tu sais pourquoi? Culturellement au Sénégal, quand tu perds un parent, t'as pas cet accompagnement psychologique. Donc j'étais bien à l'extérieur, mais j'étais enfermée dans un carcan à l'intérieur de moi. La peur est un ami bienveillant. La peur, elle est là pour t'avertir. Elle n'est pas là pour te bloquer. Il faut juste prendre le temps de s'écouter, de se parler pour s'auto-guider. Je me mets en colère, je ne suis pas tolérante, j'arrive pas à avancer, je procrastine, j'ai des blocages. Arrête-toi et va à l'intérieur de toi, va visiter ce comportement. C'est ça la PNL. Bienvenue dans Afropod, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez ces conversations. Alors surtout n'oubliez pas, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous likez s'il vous plaît, partagez autour de vous pour répandre l'afro-feeling. Et puis surtout n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors bien sûr, ça reste entre nous. Meriba, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais dans la vie? Alors, on va dire que j'accompagne les gens à apporter de la transformation dans leur vie. Donc, on va dire coach, parce que c'est le nom qui a été donné, mais à un moment, dans notre métier, on se posait la question, est-ce qu'on garde le mot coach? Parce que ce qu'on fait vraiment, ça apporte de la transformation dans la vie. Et quand on parle de transformation, on parle forcément de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'accompagne les femmes, j'accompagne les enfants, j'accompagne les entreprises à se développer et surtout, je permets aux entreprises de ramener l'humanité en entreprise. Donc, c'est plus leur apporter des soft skills, mais je travaille beaucoup sur la cohésion d'équipe, comment permettre aux collaborateurs d'être bien entre eux et pour pouvoir mieux faire le travail. Comment pouvoir enlever tout ce qui est négatif au point de pouvoir avoir la concentration, le focus et bien faire le travail. J'agis beaucoup aussi dans les CODIR et je forme aussi des coachs. Alors, les CODIR, c'est le comité directeur. C'est ça, voilà. Exactement. Et tu formes aussi des coachs toi-même. Donc, tu es formatrice de coach. Oui, parce que je suis enseignante PNL aussi. Alors, PNL, très important, c'est l'outil que tu utilises, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, quand on parle de PNL, on parle de la programmation neuro-linguistique. On parle de programmation neurolinguistique, tout de suite, ça fait waouh. Ça fait peur. Alors, explique-nous. Alors, la programmation neurolinguistique, pour t'expliquer, je vais dire, on travaille sur le comportement. Et quand on parle de programmation neurolinguistique, forcément, on parle de cerveau. Donc, pour comprendre la PNL, il faut comprendre le mécanisme du cerveau. On considère qu'on a 90% de notre... C'est le cerveau comme un iceberg, si j'avais une image que je peux mettre dessus. Et on a 10% de conscient et 90% d'inconscient. Tu vas sûrement me demander, mais quels sont les outils qui permettent du coup au cerveau d'aller collecter toutes les informations qui vont être nos programmes? En fait, ce sont nos 5 sens. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre terme en PNL, le VACOG. On a le visuel, donc toutes les images, l'auditif, les sons, le kinesthésique, qui est le ressenti. Mais il y a le kinesthésique externe et interne. Donc, les ressentis externes, mais les émotions, ce qu'on va ressentir aussi à l'intérieur de nous, le goût,
et l'olfactif. L'olfactif, les odeurs. L'odeur. D'accord. Les Donc odeurs. ça, c'est les 5 sens. Et c'est intéressant de préciser que le kinesthésique, c'est à la fois ce qu'on va ressentir à l'extérieur, donc par exemple le toucher, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions. C'est ça. C'est ça. C'est très important de préciser ça. Et je vais t'expliquer tout de suite après en quoi c'est important d'ailleurs ce sens-là. Parce qu'en fait, on va dire qu'à partir avec nos 5 sens, on se pose la question à partir de quand, du coup, on commence à enregistrer nos premières données, les premières informations. C'est à 120 jours dans le ventre de maman. Déjà. On a l'auditif qui entre en jeu, et le kinesthésique, toutes ces informations, le cerveau commence déjà à collecter les informations. Et ce sont ces données qui vont nous permettre de piloter notre vie. D'accord. Et il faut savoir que ces données, c'est toute notre expérience est sous forme d'images, de sons, de ressentis, d'odeurs et de goût. C'est ce qui nous connecte au monde. Le monde extérieur, toutes nos informations sont sous forme de ce vacuum. D'accord. Maintenant, chaque information est enregistrée avec une sensation, une émotion. Une émotion soit positive, neutre ou négative. Et chaque émotion va avoir une intensité. C'est ce qu'on appelle dans le kinesthésique le ressenti. On peut avoir une émotion à 10 ou à 2 et c'est ce qui amène, si c'est à 0, c'est neutre. On va dire, cette information, je l'enregistre, mais je ne l'ai pas collée avec une émotion, donc forcément, ça rentre dans mes données. Pour m'en rappeler, ce sera beaucoup plus difficile. D'accord. Donc, imagine toutes ces informations, toutes ces données à l'intérieur de nous, mais en plus, qui sont collées avec une émotion. Et notre cerveau, l'inconscient, est notre pilote automatique. Il va se servir de ces informations pour piloter ta vie et t'orienter, et va aussi se servir, est là pour te protéger à partir de ces données et l'intensité, les informations que tu as enregistrées. Donc, imagine que tu enregistres. L'exemple que j'aime bien donner, c'est le 11 septembre. 11 septembre 2001, on s'en souvient. Tu t'en rappelles, non? Je m'en souviens très bien. Je sais où j'étais quand j'ai appris la nouvelle de des tours jumelles de New York. Alors, vas-y, donne l'exemple. Et j'imagine que tu vois l'image. Je vois l'image. De où tu étais. Et c'est marrant que tu parles de ça, tu sais. Parce que, alors, je sais où j'étais. Moi, j'étais dans ma voiture, en train de rentrer chez moi. Je me souviens parfaitement où dans ma voiture, à quel niveau. Le feu était là devant, et moi, je rentrais chez moi. Et j'entends ce truc, je me dis, quoi? J'arrive chez moi, j'allume la télé, CNN, je vois ces images. Et ce qui est drôle, ce qui est intéressant, c'est que 15 jours plus tard, là, j'étais plus chez moi, j'étais chez ma sœur. Et j'entends à la télé breaking news. Tu sais, parfois quand il y a un flash info. Donc j'entends juste le générique. Pam, 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 pam. Tu sais, les musiques un peu dramatiques là qu'ils utilisent pour les infos. Et je me mets à pleurer en disant oh non, oh non. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais été traumatisée par le 11 septembre, pardon. C'est ça. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qui se passe encore dans ce monde? Donc, tu vois, l'exemple que tu dis, c'est parfait. J'avais été programmée sans le savoir et c'est quand j'ai entendu cette musique des infos que c'est ressorti, quoi. Exactement. C'est ce qu'il fait. Donc, l'intensité était très forte. Il t'a enregistré l'information. Donc, à chaque fois qu'il va entendre ou sentir une information, il te remet la sensation, il te remet l'information et te met en mode survie. Et te met en mode alerte pour te dire attention, faut pas que ça t'arrive à nouveau. Donc imagine, toi c'était 15 jours après. Imagine toutes ces informations qu'on a depuis le ventre. Depuis le ventre de notre mère. Et peut-être même des choses que la maman a vécues elle-même. Et qu'on ignore complètement. Donc c'est inconscient, c'est subconscient. Et que forcément on n'a pas l'image en tant que bébé, mais on a le ressenti qu'on a enregistré. Et c'est pour ça que parfois des gens viennent me voir et me dire oui, je sais pas, à chaque fois que je me trouve à cet endroit, je me sens stressée, je ne sais pas pourquoi, je connais pas la cause. Et là on va travailler ensemble justement. Nous, notre rôle en tant que coach PNL, c'est d'accompagner les personnes justement à pouvoir pas
On n'a pas le droit en tant que de rentrer dans le passé au point d'aller chercher des traumas. Oui. Ça, c'est le travail du psy. Oui, et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Notre rôle, c'est d'accompagner les personnes justement à pouvoir baisser l'intensité de ces émotions qui ont été enregistrées pour leur permettre en fait de ne pas être piloté sur du vécu qui n'a plus d'utilité en fait. Donc, le premier travail que j'ai en tant que PNListe, c'est d'accompagner les personnes à travailler sur leur passé, pas en tant que psychologue, soyons clairs, mais laisser son passé derrière et avancer dans le futur, pouvoir être mieux dans le présent, avancer dans le futur. Ok. Alors, c'est super. Tu as dit beaucoup de choses. Maintenant, on va regarder dans les détails. Mais donc, ça veut dire que notre cerveau a été programmé par toutes les informations qu'on a reçues à travers nos 5 sens, et ça, depuis notre conception pratiquement. En tout cas, quand on était encore dans le ventre de notre mère. Oui. Et cette programmation, finalement, dicte un peu nos comportements, nos réactions dans notre vie. Conditionne notre vie. Conditionne notre vie. Oui, exactement. Et donc, si on ne prend pas le temps de regarder exactement quel est ce programme, est-ce qu'il m'est bénéfique ou est-ce qu'il vaut mieux que je le change? Si on ne prend pas ce temps-là, eh bien finalement, on vit un petit peu comme des automates conditionnés par un passé qui parfois même est inconscient. C'est ça. Et ce que j'aime bien dire, c'est pour mettre un mot là-dessus qui aide beaucoup et que mes clients adorent utiliser. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Okay. C'est de prendre le temps de se poser et de dire dans ça, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Je vais donner un exemple. J'avais tendance, éduquée par une grand-mère très stricte, très carrée, qui avait tendance à 7 heures, sa croyance à elle, et que je crois toujours, c'est le soleil doit rentrer dans la maison et ça ouvre les portes, ça apporte de l'abondance. Donc 6 heures, elle nous réveille. Tu es en vacances, t'imagines un peu? Tu es en vacances et toi, tu te dis, mais c'est mes vacances, j'en profite pour dormir. Je vais dormir. Non, elle, non, 6 heures, elle te réveille. Tu vois, les grand-mères alpolar, là. On ouvre les fenêtres, que tout le monde se lève et puis c'est tout un boucan. Tu te dis, mais non, mais j'ai pas envie. Puis tu te lèves, elle te pousse à te réveiller, à pas prendre le balai, à balayer. Tu te dis, mais pourquoi ce temps de supplice? Mais en fait, sur le coup, en tant qu'enfant, tu te dis, oui, mais tu crois que c'est l'horreur. À marier, je me suis retrouvée à refaire le même comportement avec mon mari. Je me réveillais très tôt, mais tant qu'on se lève pas du lit, moi, le lit, il doit être carré. Et il faut, tout doit être à sa place, carré, j'ouvre la fenêtre. Mais c'est impossible de vivre comme ça. Et le dimanche, il avait que ça. Et puis, à un moment, il me dit, oui, mais... Puis je me suis posée, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui m'appartient ici? Et qu'est-ce que je ne veux plus que ça m'appartienne? Et je me suis posée, ok, ça m'appartient de mettre de l'ordre, ça m'appartient de pouvoir avoir cette chambre propre, que tout soit carré, mais ça ne m'appartient pas de déranger la personne à ce moment-là. Et cette prise de conscience m'a permis de dire, ok, qu'est-ce que je mets à partir de maintenant en place? Et c'est là que je commence à dire, ok, pour ce comportement-là qui devient désagréable pour l'autre, moi, à ma grand-mère, je prends ce qui est bon, mais ce qui ne m'appartient pas, qui n'est plus bon pour moi et qui n'est plus adapté à mon monde, je l'enlève. Donc, c'est valable pour plein de choses, parce qu'on a parlé de trauma. J'imagine que le trauma, c'est quand l'intensité de l'émotion est très forte. Donc ça crée une marque qui est forte et ça demande certainement un travail plus important, j'imagine. C'est ça. Mais ça peut être valable pour n'importe quelle habitude qu'on a prise sans forcément qu'elle nous appartienne à la base, en fait. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais maintenant, comme j'aime bien ce que tu dis au niveau du trauma, l'intensité est très forte, c'est ce qu'on appelle des empreintes. Et ça devient comme des empreintes et on croit qu'en fait, qu'on peut pas apporter ce changement. Si. Il y a des gens qui sont là selon le niveau d'importance. Il y a des cas que nous, on peut traiter en tant que PNListe. Sinon, je recommande à un psy qui sont spécialisés, c'est leur travail de faire ça. Pourquoi c'est important le coaching aussi? Parce que quand les gens viennent me voir dès la première séance, ils commencent à se dire, je me sens beaucoup mieux, je suis bien. Mais c'est normal. Regarde toutes ces intensités qu'on garde à l'intérieur de nous qui pilotent notre vie. Parce que l'inconscient a un rôle essentiel, il est là pour piloter ta vie. Et donc, il pilote en fonction de ce qu'il a. Et s'il a des informations avec des hautes intensités, il croit que c'est la priorité pour que tu survives. Ben oui.
Donc, rien qu'en allant voir, d'aller se faire accompagner, parce que beaucoup de personnes, il y a des gens qui me disent, j'ai pas besoin de coaching. Correct, c'est correct. Mais en fait, moi-même, je me fais coacher 1 fois par mois, je me fais accompagner parce que je continue d'emmagasiner et d'enregistrer des informations. Oui. Et j'ai pas envie que mon inconscient les prenne et me pilote avec. Donc, rien que de parler enlève l'intensité. C'est comme si j'avais l'exemple que je pouvais donner, c'est une braise. Plus tu la mets à découvert, plus son intensité baisse. Oui. Donc, la parole libère. Oui. Donc, c'est important de se faire accompagner, de rien que de discuter, d'échanger, et ça apporte, ça ne règle pas tout le problème, mais ça soulage au moins et va faire baisser l'intensité de l'émotion que tu vas vivre. Ouais. Parce que, en fait, d'accord, quand tu parles, je réfléchis en même temps et je dis, en fait, on a des impressions, on a des choses qui sont imprimées en nous, et en fait, il faut savoir les exprimer, les mettre dehors. Et ça me ramène à une phrase, je pense que c'était Jacques Salomé qui disait « Tout ce qu'on a du mal à dire devient des maladies ». Exactement. Donc, on les garde en soi et ça peut développer des pathologies, en fait. Et la phrase que j'aime bien utiliser, c'est « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». D'accord, c'est ça. Donc, si toutes les émotions qui ne sont pas exprimées s'impriment. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'exprimer. Et parfois, il m'arrive, c'est intéressant parce que quand je suis rentrée depuis pas longtemps, mais quand je nomme, j'aime bien dire, je veux nommer mon émotion. Dès qu'il y a un conflit ou une différence, je prends le temps d'appeler la personne pour lui dire, il se passe exactement ça, ça et ça, et ce que j'ai ressenti, c'est ça. C'est pas dans tous les cas, mais quand je peux, je le fais. On me dit, oui, mais Mireille, tu dis ce que j'ai dit. Non, en fait, je nomme mes émotions. Si je peux pas le dire oralement, je prends un journal et je l'écris. C'est une expression. Tu sais, dans l'art, c'est ça, c'est l'expression. La poterie, c'est de l'expression. On exprime notre émotion. Oui. Ce tableau que tu vois, cette personne a pris le temps d'exprimer l'émotion qu'elle ressent et ça libère, en fait. C'est pour ça que les artistes, tu les vois, ils sont très libérés parce qu'ils ont un endroit de la peinture, de l'écriture, la chanson. Tout ça, le fait de chanter, ça permet d'exprimer nos émotions, de nous libérer. Mais ce qui est intéressant, alors, dans tout ça, c'est que de dire que si on peut être programmé d'une façon, on peut être aussi programmé d'une autre. Autrement dit, on peut se programmer pour créer la vie dont on rêve. Et ça, c'est important parce que j'aimerais vraiment qu'on aille vers ça aussi, pour dire aux gens, que ce soit des jeunes qui ont toute la vie devant eux, que ce soit quelqu'un qui est en train de monter son entreprise, qui est directeur de son entreprise et qui a un certain objectif, qu'on peut se programmer personnellement pour se donner les meilleures chances d'atteindre ces objectifs. Est-ce que c'est ça? C'est totalement ça. Quand j'ai appris, quand j'ai voulu changer ma vie, on va dire que c'est la PNL qui m'a permis le changement. Je me rappelle de ce premier jour, je me suis posée en cours et que j'avais décidé de changer ma vie. Et tu t'es posée en cours? Un cours de base PNL. Mon premier cours de base PNL. Tu avais pris la décision que tu allais changer ta vie, tu avais commencé ce cours. Et c'est tout un parcours, hein. C'est mon histoire que je raccourcis un peu comme ça. Mais en fait, mon premier cours de base PNL, c'est que j'avais pris la décision de changer ma vie pour des raisons personnelles. Et je me rappelle quand je me suis posée à ce cours, j'ai dit, OK, je viens de trouver les outils pour permettre le changement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pas apporter du changement dans ma vie. C'est là que j'ai compris avec la PNL que, comme la question que tu viens de poser, si on est capable de recevoir toutes ces informations, on est capable de rajouter d'autres informations positives pour donner une direction à notre vie. Et c'est à nous, j'ai dit, pendant longtemps, j'ai été programmée inconsciemment. Pendant longtemps par les parents, mon entourage, la culture, mon éducation, l'environnement où j'ai été. J'ai tous ces programmes qui sont en moi. Et là, j'ai dit, maintenant, je décide de ce que je vais mettre moi à l'intérieur par rapport à ce que je veux. Donc, ça passe par la lecture, les formations, l'écoute, l'entourage. Choisir son entourage. Extrêmement important quand même. Essentiel. On se rend pas compte, on passe notre temps on continue à prendre des programmes, on continue à enregistrer. Donc, à toi de choisir
cet environnement-là me correspond ou pas. Et je vais te donner un exemple ici. J'ai une petite de 15 ans que j'accompagnais. Okay. En fait, je leur avais fait un groupe et je leur apprenais la PNL. Puis elle rentre à la maison après 2 cours. Et puis sa maman avait remarqué qu'à chaque fois qu'ils se mettaient ensemble, c'est une petite qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Et donc forcément beaucoup en milieu de famille où ça discute beaucoup de bijoux, de tenues. Et puis elle a remarqué qu'après ces séances, elle restait avec elle, mais de temps en temps elle se levait, elle allait dans sa chambre. Elle lui dit, mais toi, depuis que tu es allée chez ta mère, j'ai vu que tu ne t'assois plus avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non. J'ai décidé que je ne veux pas être programmée parce que ce que vous dites. Parce qu'en fait, quand elle parle de bijoux, de vêtements, elle se lève, elle appelle ses copines, elle parle de ses cours. Elle dit, je choisis maintenant ce que je mets dans mes programmes. Parce que je sais que j'en ai besoin pour mon futur. À 15 ans. 15 ans, intéressant. Super. Et pour ça que c'est intéressant, en fait, par exemple, pour ces formations, que les enfants, les personnes, les ados comprennent, en fait, que c'est possible ce changement. Ça dépendra de ce que tu mettras à l'intérieur de toi. Ne pas juste être un automate. Oui. Et en plus, le cerveau est très plastique. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on peut changer notre programme. C'est important aussi de le dire que c'est encore possible parce qu'on se dit que une fois qu'on a passé un certain âge, on est déjà je suis comme je suis. Tu vois, on entend tout le temps ça. Moi, si je suis comme ça, je vais pas changer maintenant. Alors que non, c'est possible de changer à tout moment. J'avais 33 ans quand j'ai décidé de tout changer. Et à 33 ans, j'ai totalement changé ma vie. Et j'étais en cours avec une dame de 65 ans. Et elle me disait, Mary, tu penses que c'est possible? Je dis, restons concentrés, tu vas voir. C'est à la fin que tu vas voir que c'est possible. Et elle est coach, elle aussi, wow. À 65 ans. Wow. Elle me dit, j'ai besoin de ces outils pour ma fille. Et maintenant, elle est à Montréal. Elle coach d'autres personnes, elle accompagne d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Exactement. Okay. On a des connexions neuronales, un chemin neuronal. C'est comme si je donnais un exemple par rapport à la neuroplasticité. C'est comme si, tu vois, dans la forêt, il y a un chemin qui est créé. C'est pas toi qui l'as créé, donc comme nos programmes. Ouais. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est l'éducation que j'ai reçue, la culture, les gens qui m'ont côtoyé. Donc dans ce chemin dans la forêt, tu trouves le chemin et puis tu traverses. Peut-être que tu te rends compte un jour que ça prend plus de temps pour arriver à destination. Tu décides de couper et de créer un nouveau chemin. Ça prendra du temps, de la difficulté. Tu vas prendre le temps de découper, de pousser le chemin pour créer un nouveau chemin neuronal. Ouais. Mais dans le long terme, tu arrives à destination plus vite par rapport à toi, ce que tu veux, et c'est ton chemin à toi. Okay. Donc, le cerveau, il fait ça. Super. Il crée de nouveaux chemins neuronaux et on peut le créer à tout moment, il n'y a pas d'âge. D'accord. Alors maintenant, on va se poser la question de comment on fait. Parce que ça donne envie. On a envie de se créer la vie dont on rêve. On a envie de se faciliter la vie. On a envie d'être bien. Ok, comment on fait concrètement? Comment ça se passe? La première étape, c'est d'être conscient de soi. Conscient de soi. Oui, parce qu'on a la partie consciente, comme j'ai dit, qui est de 10%. On a la partie inconsciente qui est de 90%, qui est notre pilote automatique. Ouais. On est en perpétuelle réaction. L'inconscient réagit, la partie consciente agit. C'est d'abord de prendre le temps d'être dans le présent. Ok. Déjà, la première étape, c'est le nettoyage. C'est important de faire un travail sur soi pour désensibiliser toutes ces émotions. Mais comment on fait, Mary? On vient nous voir dans un premier temps. Mais il y a des moments où tu peux pas le faire seul. Tu as besoin d'aller voir quelqu'un. Oui, selon l'intensité. Parce que tu en es même pas conscient. Oui. Mais la prise de conscience, c'est d'abord l'observation de soi. Le premier outil que je donne, c'est d'abord l'observation de soi. Ses propres comportements au quotidien, ses réactions au quotidien, c'est ça? Je dis souvent à mes clients, quand tu te réveilles, au lieu de tourner tes yeux vers les autres, déjà la première étape, je dis, prendre le temps de se dire bonjour. On dit bonjour à tout le monde à l'extérieur, on ne se dit pas bonjour. Donc, prendre le temps d'être conscient que tu as un corps, tu as des réactions, tu as des émotions, et d'être conscient, de s'auto-observer. Qu'est-ce qui se passe concrètement? D'avoir un journal, de l'écrire. Qu'est-ce qui se passe ici? Si le red flag, c'est
les émotions. Quand tu sens une émotion qui est là, arrête-toi. Ne sois pas en mode réaction, sois en mode action. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est là concrètement? Mais qu'est-ce qui est là concrètement? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que cette émotion, je l'ai souvent? Ce que je ressens, c'est une répétition. Parce qu'en fait, si c'est un programme, tu vas voir que c'est à chaque fois que je réagis comme ça. À chaque fois que une personne me parle avec un ton, je me mets en colère. À chaque fois que je vais à cet endroit, à chaque fois que je rencontre, donc il y a à chaque fois cette répétition, et de ne plus être une machine en quelque sorte. Et la première chose, c'est ça, c'est de le noter et de voir quelle est l'émotion qui est là et de se poser la question, quelle est l'intention positive de mon comportement. Ça, c'est un point. Donc, j'ai besoin de savoir si ça m'appartient ou pas, c'est ça? Et surtout, pourquoi je mets ça en place? C'est ça que tu as... Oui. En fait, je comprends bien? Oui. Ce qui se passe en réalité, c'est que, en tant qu'être humain, je vais donner un exemple. Si j'arrive à chaque fois que je rencontre cette personne ou je me trouve en réunion, allez, on va prendre l'exemple de réunion. Et déjà, j'arrive dans cette rencontre et on parle de mon dossier. Dès qu'on ouvre mon dossier pour commencer à mettre des feedbacks là-dessus, je suis en mode défensif. Déjà dans le body language, comme ça. Oui. C'est une réaction. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est de se demander, c'est déjà d'être conscient d'observer que à chaque fois qu'on me donne un feedback, je suis en mode réactif. Donc, je suis en train de me défendre. De quoi mon cerveau cherche à me protéger? De quoi il cherche à me défendre? C'est un feedback et forcément un feedback est bon. Peut-être que le feedback n'est pas constructif aussi. Mais qu'est-ce qui est là concrètement pour pouvoir réagir, pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie? Est-ce que c'est à mon niveau? Est-ce que c'est à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il faut que Donc, c'est d'être juste observateur, en fait, de la situation pour pouvoir mettre pouvoir faire le travail. Mais pour ça, s'auto-observer est essentiel. Essentiel. Donc, ça demande de prendre un petit recul sur soi-même pour regarder tout ce qui se passe. Une fois qu'on a pu faire ça, déjà, c'est pas si simple, hein, on dit ça comme ça, mais c'est pas si simple à faire. Une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la deuxième étape? Donc, la première étape, donc, c'est l'auto-observation, d'être conscient, mais après, ça dépend de quelle est la situation. Selon les sujets, qu'est-ce que je dois mettre en place et pouvoir se demander, est-ce que c'est un travail sur moi? Est-ce que c'est au niveau de la communication, au niveau du déclencheur? Je donne un exemple. On reste dans ce cas. Si la personne reçoit du feedback et elle est en mode défensif, l'idée, c'est de se demander, est-ce que ici, c'est moi qui suis en surréaction? Donc, ça m'appartient. Et d'aller travailler d'où vient cette histoire. Quelle est l'histoire derrière ce côté défensif que j'ai? Parfois, ça peut venir de ce qu'on a vécu. Peut-être qu'à la maison, on avait tendance à t'accuser facilement. C'est ça. Peut-être que tu avais des parents qui étaient souvent en mode défensif et que tu as juste copié ce modèle. Peut-être que dans ce sujet-là, c'est important pour moi et que j'ai peur de perdre ma place ou que il y a plusieurs raisons qui peuvent affecter, qui peuvent amener cette réaction. C'est qu'en fait, tu es en mode défensif. C'est de se demander qu'est-ce qui est là qui fait que mon cerveau me met en garde. Peut-être que c'est aussi l'extérieur, sa façon de me parler. Et là, ça demande d'établir la communication, d'aller vers l'autre et de poser les questions qu'il faut pour rétablir la communication. Peut-être que l'autre puisse te connaître aussi, te dire, OK, peut-être qu'il est peut-être même pas conscient. Que son feedback te donne ses réactions, parce que c'est un automate aussi. Oui, c'est ça. C'est pas évident. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est en fait ces deux égos qui se rencontrent, quoi. C'est difficile. Et on est tous en mode égo à certains moments. C'est très difficile de s'en sortir. C'est très difficile de même d'être conscient qu'on est dans ce jeu-là. Donc, c'est pas évident. Mais on va essayer de prendre un exemple concret. Par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont un peu désœuvrés, désemparés.
Ils savent à peu près, oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de volonté. Est-ce que tu reçois beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont un peu bloqués dans leur vie? Oui, je reçois beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur vie et c'est là qu'on va ensemble se poser pour regarder quelle est la situation actuelle. Dans cette situation actuelle, on va regarder, comme j'ai dit, le passé, pas profondément, mais voir qu'est-ce qui cause, quelle est la cause, qu'est-ce qui fait que tu en es là. Qu'est-ce qui te bloque, quels sont tes blocages. On a plusieurs sortes de blocages. On peut être bloqué par des croyances limitantes, c'est-à-dire des phrases qu'on se dit, qu'on a eu à vivre dans notre environnement, qu'on croit dur sur soi. Alors comme je suis paresseux, je suis pas capable, je n'arrive pas, parce que peut-être que ton entourage t'a tellement dit tellement de fois tu n'es pas capable, ou peut-être tu as juste eu, dans ton expérience, tu as eu à tomber et que tu n'as pas su te relever et que tu as fait une déduction que je ne suis pas capable. Alors que la vie est faite d'expérience. Tomber fait partie du processus. Obligatoire. Si on ne tombait pas, on allait... Pour apprendre à marcher, on tombe d'abord. On tombe, on se relève. Sinon, on ne pourrait pas marcher. Ça peut être des peurs. Ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, c'est que la peur fait partie du processus aussi. La peur est un ami bienveillant. Il est là pour t'alerter. On a deux sortes de peur. On a peur d'un danger réel ou imaginaire. Mais la plupart du temps, le danger est imaginaire. Ça veut dire qu'on est toujours dans la tête et qu'on passe notre temps à se dire peut-être que je vais pas le faire. Et si, le fameux « et si » négatif, et si je le fais, peut-être qu'il m'arrivera ça, et finalement on reste bloqué, on reste sur place. On a nos mauvaises habitudes, nos programmes. On s'autoprogramme aussi en ayant un comportement par habitude. Je donne un exemple, j'ai souvent les femmes enceintes qui me disent, quand elles sortent parfois de la grossesse, qui reviennent pour dire j'ai du mal à redémarrer. Mais parce qu'elles ont été obligées pendant un moment de rester dans un mécanisme pour prendre soin d'elles et de leur bébé, et que pour redémarrer l'autre programme, ça demande d'être aidé. On a des excuses, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être source de blocage. Quand tu te dis je peux pas parce que j'ai cet âge, j'ai une jeune femme de 35 ans qui vient me voir, qui me dit ma vie est foutue, je peux pas. À 35 ans? Oh mon Dieu. Mais c'est normal culturellement. 35 ans, t'es pas marié, c'est vrai. T'as déjà des croyances qu'on te dit limitantes. Oui, c'est vrai. Et donc forcément, si on te fait croire parce que t'es pas marié, ta vie ne vaut rien, écoute, ça impacte pas que la vie personnelle, ça a un impact sur ta vie professionnelle parce qu'on est une seule personne. Bien sûr. Donc tout ce qu'on nous dit sur nous a de l'impact. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la prise de conscience de soi et de dire je prends, je ne prends pas, ça ne m'appartient pas. Donc pour les jeunes, prendre le temps d'être conscient déjà de ces 4 blocages et de tout le temps s'auto-observer et s'auto-parler. Est-ce que tu peux rappeler les quatre blocages? On parle de croyances limitantes, de peur, d'excuses et de mauvaises habitudes. D'accord. Ça, ce sont des blocages qu'on peut avoir. Et tout ça, c'est lié à la tête, à notre état interne, mais aussi de qu'est-ce qu'on nous a laissé comme bagage. On se rend pas compte, en fait, je vois, culturellement, on a tendance à donner des feedbacks négatifs aux jeunes, aux enfants. Et les mots qu'on transmet à ces personnes, on se rend pas compte de l'impact que ça peut faire. Oui, c'est vrai. On discute avec une personne et on lui donne un feedback qui n'est même pas réel. Et oui, mais de toute façon, toi, tu ne sais pas faire ci. Oui, mais de toute façon, tu n'es pas capable de le faire. Moi, à mon époque, je faisais ça. C'est bienveillant. En tant que parent, part d'une bonne intention. Ouais. Alors que ça peut vraiment laisser des traces. Aux enfants, aux jeunes, d'être conscient, de prendre ce qui est bon et de lâcher ce qui ne t'appartient pas, tout simplement. Ok. Donc, juste pour aller un peu, parce que je veux vraiment donner des clés, donner des outils, pour mieux faire cette auto-observation dont tu parlais tout à l'heure, le mieux, c'est quoi? C'est de commencer par savoir ce qu'on ressent et puis peut-être rattacher ce qu'on ressent à ce qu'on pense. Je vais d'abord, on va retourner un peu en arrière pour rester sur la PNL, pour permettre la compréhension, parce qu'en fait, ce point est essentiel. C'est la notion de carte du monde.
D'accord. J'avais parlé du processus du cerveau, le conscient, l'inconscient, les 5 sens et les informations qu'on enregistre. Toutes ces informations font que chaque personne a sa carte du monde. Et dans sa carte du monde, on a toutes nos informations qui sont limitantes ou boostantes, qui représentent en fait notre monde. Oui. C'est important de savoir qu'on a la possibilité de rajouter des informations dans cette carte. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une transformation que tu as eu à accompagner, peut-être la transformation la plus impressionnante que tu aies pu faire? Ma transformation personnelle. Ok, allons-y alors. L'exemple que je peux donner, c'est par moi-même. Ouais. À 2 ans, j'ai perdu ma mère et il n'y a pas plus gros trou, on va dire, pour une personne que de ne pas avoir sa niche maternelle. Donc, je perds ma mère et j'ai un papa extraordinaire, une personne qui m'accompagne dans ma vie, mais il manque toujours ce volet féminin, on va dire. Et pendant longtemps, j'étais dans mon monde intérieur toute seule. Je me rappelle, je revois mes photos, je suis toujours toute seule dans mon coin. Moi, dans mon mécanisme, c'était l'attente. Je restais à attendre. Quoi? Je ne sais pas. Mais mon mécanisme était en mode attente. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à 11 ans, j'ai ma meilleure amie qui est venue m'aider, m'a tendu la main. Je sortais de ma chambre et je commençais et d'ailleurs, mon programme là-bas, c'est que j'adore lire et écrire. Et surtout lire. Et ce programme est toujours là. J'ai mes moments seuls où je m'assois, je lis beaucoup, j'aime ces moments seuls. D'accord. À un certain âge, jusqu'à mes 30 ans, j'étais toujours joyeuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand j'étais seule, je me disais, mais comment je peux faire pour sortir? J'avais l'impression d'être coincée dans un carcan, que j'étais complètement noyée. Mais personne n'était au courant. Parce qu'un papa extraordinaire, une famille extraordinaire, mais on ne pouvait pas savoir ce que je vivais. Donc, je passais mon temps à rentrer de trouver du travail, voyager, rester 2 ans. Je tournais en rond et je voyais, j'en parlais cette semaine à un ami qui m'a vu, qui me dit, waouh! Je lui ai dit, tu te rappelles, hein? Je vois tes yeux quand tu m'as ramené, c'était à Paris, quand tu me ramenais le soir pour rentrer et je voyais ton regard comme, waouh, cette pauvre petite, elle est toute seule. Ça se voyait et c'était pas nommé, mais c'était là. Et un jour, je me suis posée, j'ai écouté un podcast et c'est pour ça que j'adore ton travail. Merci. Et j'ai une personne qui disait, OK, tu passes ton temps à être en mode plaignant. Tu es en mode plaignant, tu pleures, tu es en mode victime. Effectivement, pendant tout le temps de ma vie, j'étais en mode victime. Et c'est ce que j'ai envie de dire à ces jeunes. J'étais en mode victime à pleurer, on n'a pas fait pour moi, qui va me faire? Et j'avais tout ce qu'il fallait mais c'était à l'intérieur que j'étais bloquée. Okay. Et comme tu sais qu'ici, culturellement au Sénégal, quand tu perds un parent, t'as pas cet accompagnement psychologique. Donc j'étais bien à l'extérieur, mais j'étais enfermée dans un carcan à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je dis c'est important ce travail d'être accompagné, parce qu'un outil ne suffira pas. Il y a un accompagnement intérieur qui est utile. Et mais en même temps, il n'y a que soi-même. On ne peut faire le travail que soi-même en étant accompagné, mais personne ne peut aller à l'intérieur de nous pour aller chercher les informations et les émotions. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce premier travail que j'ai eu à faire, personne ne l'a fait pour moi, j'ai eu à le faire toute seule. Je me suis posée et j'ai repris cette question et c'était... OK, toi, tu accuses les gens avec un doigt et tu dis, tu ne m'as pas fait, mais il y a 3 doigts qui te demandent, et toi, tu as fait quoi pour toi? Et il y a celui-là qui dit, et si tu faisais confiance au plus haut? Excellente image. Et c'est à partir de là que je me suis posé la question, le questionnement est très utile. La prise de conscience d'abord, deuxièmement, le questionnement. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Pas pourquoi.
pourquoi moi, pourquoi? C'est être en mode victime. Ouais. Donc, c'est le premier conseil que je donne. Et là, je passe au comment. Comment je peux faire concrètement? Et donc, je donne une direction, en gros, à mon cerveau. Ouais. Au lieu d'être en mode victime, j'étais en mode actrice. Et ce qui se passe, c'est que quand tu commences à te poser la question sur comment je peux faire concrètement pour sortir, déjà, moi, c'était ma première question, sortir de mon carcan. L'univers, on l'appelle l'univers, moi je dis Dieu, il t'amène toutes les solutions en même temps. Et c'est comme si la voie commençait à être tracée. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la PNL. D'accord. Et le premier outil, la première chose, c'était prise de conscience. Deuxièmement, c'est le questionnement. Changer son mode de questionnement interne. Ta façon de penser à l'intérieur de toi. Ouais. Sortir du mode victime à mode actrice de sa vie. Et acteur de sa vie, avec le comment je peux faire, de quelle manière je peux apporter mon changement, de quelle manière je peux sortir de cette situation. Et c'est là que j'ai commencé à poser, d'ailleurs, c'est les questions qu'on pose dans un premier temps quand les gens viennent nous voir. Et parfois, je pose la question, à ton avis, de quelle manière? Et dit, mais c'est pour ça que je viens te voir. Et c'est ce que tu es en train de me faire, en fait. Tu me poses la question depuis tout à l'heure, j'entends comment tu me dis, mais non, Mary, dis-moi comment tu... concrètement, comment tu le fais? Et je prends toujours le temps et la patience parce que ce qui se passe, c'est que dans l'accompagnement qu'on fait, la première phrase, c'est « toutes les ressources sont en nous ». Toutes les ressources sont en nous. On croit fondamentalement que toutes les ressources sont en nous. Moi, toutes les personnes qui viennent me voir, je considère que c'est pas moi. C'est pas moi qui ai apporté cette transformation. Et on part avec toi. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais Mary, j'ai pas écrit. Je dis, tu peux même venir sans écrire. Parce que ce qu'on va faire, c'est sur toi. Et tu ne vas pas l'oublier. C'est enregistré, c'est ancré. Dans tes cellules. Dans... ouais. Et le travail se fait, l'inconscient prend pour dire, ah, ok. Déjà, de se dire que toutes les ressources sont en moi, mais ça te renforce en confiance. Ouais, ça te responsabilise, en fait. En fait, c'est ça, c'est la responsabilité. Alors, c'est pas toujours facile à accepter parce qu'on se dit non, c'est la faute de l'autre, c'est la vie, c'est le Sénégal, ce pays. Mais à un moment donné, on peut se regarder et se dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on apprend en fait aux gens qui viennent nous voir, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour toi dans un premier temps. Et on part de toi. On part de tes données. Je donne un exemple. Je peux avoir 4-5 personnes qui viennent me voir sur la timidité. C'est pas traité de la même manière. C'est pas les mêmes outils. Oui. Tu comprends? Oui, ça dépend de la personne, bien sûr. Ça sûr. dépendra de la personne. Il faudra d'abord qu'on aille voir c'est quoi la timidité pour toi. Oui. Déjà, en partant des mots, tout à l'heure on a parlé de pourquoi et comment. Dans la PNL, le sens des mots est essentiel. La façon d'orienter et de poser tes questions et les mots que tu utilises c'est très important. Ouais. La façon de se poser la question va avoir un impact sur comment la personne va répondre. Exactement. Donc, quand tu te dis comment moi je fais, ça t'oriente vers la direction où tu veux. J'allais te poser la question, comment toi tu as fait dans ton cas précis à l'époque, quand tu t'es posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour passer de ce mode, tu disais plaignant, au mode boostant, quoi, c'est-à-dire être positif dans ta vie? La première étape, c'était de faire la paix avec mon passé. Tu sais pourquoi? Si tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est de prendre une bonne douche. Oui. C'est de te nettoyer et d'enlever tous les tracas pour pouvoir te sentir à l'aise et fraîche. Oui. Ben, c'est la même chose. La première étape de la transformation, c'est d'abord je suis OK avec le passé et de visiter son passé. Je suis correcte avec. Et je me rappelle que je m'amusais même à dire à ma sœur qui était restée dedans, je disais, mais ta maman n'est plus là, il faut que tu l'acceptes. Donc, l'acceptation de son passé. Accepter que tout ce qui m'est arrivé, au lieu d'être en mode victime, j'ai dû prendre le temps avec plusieurs techniques. Il y a des techniques pour ça, c'est de retourner et dire, OK, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, c'est fini. Je peux pas garder ces émotions qui vont me retenir dans le présent
et ils vont m'accompagner aussi dans le futur. J'ai besoin d'être nettoyée. Oui. J'ai besoin de me libérer. Oui. J'ai besoin d'accepter mon passé. J'ai besoin que, ce qui s'est passé, c'est passé. Passé, c'est derrière moi. J'ai besoin de déposer ce sac et de dire que ce bagage émotionnel que je porte est beaucoup trop lourd. Je vais le poser pour être plus apte à prendre mes responsabilités. Tu as parlé de responsabilité tout à l'heure. Si je continuais à vouloir porter ce sac, j'aurais pas mes mains pour agir. Ouais. Et j'ai commencé à faire. Et je me rappelle de ces moments où j'étais à Montréal et je vivais des choses très difficiles en plus. Mais même le présent, qui était difficile, j'en faisais un passé. Ok. Quand je suis arrivée à Montréal, en fait, mon mari avait déjà pris une deuxième épouse. D'accord. Donc, j'ai vécu là. Il était où? Il était à Montréal, moi, j'étais à Paris. Je l'ai rejoint à Montréal. Ah, d'accord. Et avec ce bagage. Ok. Et c'est là que je me suis dit, il est temps que tu t'occupes de toi. Et que personne ne le fera à ta place. Pendant longtemps, j'étais en victime. Et je disais, on ne s'occupe pas de moi. Et j'ai dit, il est temps que tu prennes ta vie en main. Ouais. Donc, ce nettoyage de passé, de laisser derrière soi son passé, c'est pas laisser derrière, c'est de prendre les expériences qu'il faut. Mais c'est aussi de diminuer l'intensité émotionnelle, quoi. C'est-à-dire, le passé est là, de toute manière, il va pas changer. Tu peux faire ce que tu veux, il changera pas, il est là. Mais peut-être que l'interprétation que je lui donne, l'intensité que je lui donne, tout ça là, ne me sert pas, en fait. N'est pas utile pour me permettre d'avancer vers là où je veux aller. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que là-bas, je m'arrête, la technique que je fais ici, je m'arrête et je me dis, quelle est l'histoire que tu te racontes, Mary? Et je me raconte des histoires. Ouais. C'est vrai, finalement. On peut faire son storytelling, hein? Et si tu t'es mis en mode victime, que moi, je suis pas capable, tu te racontes une histoire. Ouais. Et je me demande, est-ce utile, est-ce aidant dans ce moment-là de continuer à te raconter cette histoire? Ouais. Non, ça m'est plus utile. Ouais. Je baisse le volume. Ok. Et j'avance. Ouais. Et cette petite voix qui est à l'intérieur de nous a deux rôles en général. Cette petite voix, c'est une technique, on l'appelle soit son sage intérieur ou sa critique intérieure. Et en général, notre état intérieur dépend de ces petites voix. D'accord. Celle à qui on décide de laisser une place et celle à qui on dit tais-toi, je t'écoute pas. Ou bien tu peux continuer à parler, mais je t'écoute pas. Si ton sage intérieur a l'habitude de parler, peut-être que tu avais un environnement où tu as vécu avec des personnes très positives dans l'environnement dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ça a l'habitude de dire, mais t'en es capable, tu peux le faire, vas-y, lève-toi. Et ça te booste. Et ce qu'on se dit, le corps et l'esprit sont interreliés. Et si ton esprit est positif, forcément, tu ressens des émotions positives. Et si c'est ta critique intérieure qui est là et qui n'est pas utile, parce que cette critique, elle est parfois utile. Oui. Elle peut être utile. Elle peut être utile. Si elle te dit quelque chose de vrai et que tu en fais quelque chose, enfin, que tu l'utilises pour t'améliorer. Exactement. Est-ce utile, est-ce aidant? Oui. Mais l'important, c'est comme je répète encore, s'écouter, s'observer. S'écouter, c'est dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qui parle? Ouais. Est-ce que c'est parfois, le sage? C'est le sage ou la critique. Ou la critique. Et parfois, dans le qui parle, c'est même pas nous qui parlons. Ce sont nos parents. Ouais. On entend la voix de maman. Ah, je t'avais dit. Non. Parce qu'elle avait tellement l'habitude que ça s'est enregistré dans les... Ouais. Tu te rappelles les VACOC? Ouais. C'est comme une audio qui reste. Et peut-être que tu as besoin de garder la voix de ta maman. Je donne un exemple. J'ai une cliente, on a eu à faire cet exercice. Elle me dit, à chaque fois que je me trouve devant une situation, je me sens bloquée. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu es dans ce moment-là? Elle me dit, je me sens bloquée parce qu'il y a ma petite voix qui me parle. Et je dis, qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite voix? Elle me dit, tu vas pas être capable de le faire. Est-ce que tu as les moyens de le faire? Ok. Quelle est l'intention de cette voix? Elle veut me prévenir pour ne pas que je tombe. Parce que elle a peur de l'échec. Ok.
dans ce moment-là, est-ce que c'était utile? Oui, c'est pour me permettre de voir les risques. Alors, elle prend le temps maintenant d'écrire. Quand cette petite voix lui parle, elle comprend que cette petite voix est là pour la prévenir, pas pour la bloquer. D'accord. Elle est là pour lui dire, écris les risques, contacte les personnes, prépare-toi. Ça, c'est super puissant. En fait, c'est d'utiliser la peur, finalement, positivement. Uniquement. La peur est un ami bienveillant. La peur, elle est là pour t'avertir. Elle n'est pas là pour te bloquer. Et si c'est une peur qui n'a pas lieu d'être, qui est imaginaire, elle t'empêche d'avancer. Il faut juste prendre le temps de s'écouter, de se parler pour s'auto-guider. En fait, il faut, c'est presque, moi j'aime bien imaginer un peu les choses, c'est presque dire à ta peur, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est ça. Avoir le courage de se mettre en face de sa peur et de lui parler, quoi, d'échanger comme le faisait ta cliente. C'est ça. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai eu à faire durant tout mon parcours. À chaque fois que j'ai eu mon passé qui ressurgissait parce que on croit que ça, on travaille dessus une fois, c'est fini, non? Non, c'est pas si simple. Non, je pars à un moment, paf, je ressens un déclencheur externe parce qu'en fait, on vit avec notre monde extérieur et si on fait pas attention, on se fait happer. Je m'arrête et j'ai dit stop, non. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, on me disait parfois, mais Mary, ça va pas. On dirait que j'ai dit oui. Mais en fait, on se rend pas compte que j'ai besoin de le faire pour moi-même. Si je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera pour moi. Exactement. Alors, prendre sa vie en main, c'est utile. C'est absolument nécessaire, tu veux dire. C'est plus qu'utile, c'est absolument nécessaire, prendre sa vie en main. Un jour, un ami me disait, personne n'est venu m'accompagner sur Terre. Et en fait, c'est vrai. En fait, personne n'est venu nous accompagner. Non. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nous. Effectivement. En fait, j'aime bien la notion de responsabilité et de dépendance, d'indépendance et de dépendance. Okay. C'est parce qu'en fait, cette notion de dépendance, on va dire, c'est la condition humaine. Okay. À la naissance, il y a quelqu'un qui te prend dans tes bras. Enfin, pour te sortir, l'infirmière, tu la connaîtras jamais. Ouais. Puis on t'accompagne à grandir, à être indépendant. Seulement, on a tellement été accompagné qu'on croit qu'on doit dépendre de l'autre. À un moment dans notre vie, on nous apprend à manger, on t'apprend à marcher, on t'apprend à y aller, puis les parents ne sont même plus là parfois. Donc c'est là, cette notion de faire de la distinction entre, pour les jeunes, cette notion de dépendance et de savoir qu'à un moment dans la vie, il faut savoir apprendre à être indépendant et de prendre ses responsabilités. Et puis, arriver à un moment en fin de vie, quand on arrive à un certain âge, on redevient dépendant d'une certaine façon. Mais ce cap-là, c'est durant toute la jeunesse on le souhaite, il y a des personnes qui jusqu'à 100 ans sont indépendantes. Donc c'est important en fait de faire cette distinction entre dépendance, indépendance, et dans l'indépendance de savoir qu'on a notre vie en main, qu'il faut prendre ses responsabilités. Et prendre cette responsabilité, c'est de travailler d'abord sur son état intérieur. Ouais. Parce que finalement, là où on a vraiment du pouvoir, c'est sur notre état intérieur. On a peu de pouvoir sur les éléments extérieurs, finalement. Exactement. Pourquoi je dis que c'est important d'abord, dans un premier temps, de faire un travail sur soi, de calmer l'intensité de notre passé, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je me mets en colère, qu'est-ce qui fait que j'ai réagi. Ce comportement-là, c'est ce travail sur soi, ça peut prendre 3 à 6 mois où tu décides de te connaître. Mais ce que je fais actuellement, je me mets en colère, je ne suis pas tolérante, j'arrive pas à avancer, je procrastine, j'ai des blocages. Arrête-toi et va à l'intérieur de toi, va visiter ce comportement. C'est ça la PNL. Et si tu as besoin d'aide, tu te fais aider, mais tu es capable de le faire maintenant avec toutes ces l'IA, les questions qu'on se pose, les personnes avec qui on discute. Rien que d'échanger avec une personne ou écrire son fameux journal permet de faire ce travail d'introspection pour comprendre son comportement. Tu sais, ça me ramène à une expérience quand j'étais toute jeune encore et que je commençais ma vie professionnelle.
Donc moi, je suis née à Bruxelles et j'ai grandi là-bas. Et je voulais aller à Paris, tu sais. Voilà, je veux faire carrière, je vais aller à Paris. Mais les choses ne sont pas passées aussi facilement. Quand je suis arrivée à Paris, bon, déjà, j'avais pas d'argent. J'avais un peu peur parce que à cette époque-là, on avait peur du chômage. On parlait beaucoup de chômage à la télé, dans les journaux télévisés, etc. Et puis, je voyais les gens dans la rue, parfois, qui n'avaient rien, les sans-abri, etc. Et j'avais un peu peur. Mais j'avais trouvé un boulot à la Brioche Dorée, sur les Champs-Élysées. Wow. Le temps de trouver mon vrai job, tu vois. J'avais juste rendu mon mémoire, donc j'avais fini ma maîtrise et tout. Et je travaillais à la Brioche Dorée, et donc j'allais tous les jours travailler là-bas parce qu'il fallait payer le loyer avant de trouver mon vrai job. Et puis j'ai des amis qui étaient venus me voir de Bruxelles. Et ils m'ont dit, mais Bijou, si c'était pour vendre des pains au chocolat, t'avais pas besoin de venir à Paris, hein, tu vois. Boum. Bon, je l'ai pris à la rigolade, mais tu vois, ça a commencé à travailler dans ma tête. Et un jour, je rentre chez moi, j'étais fatiguée. Et je me dis, je peux pas continuer comme ça. Tu vois, j'ai commencé à pleurer, je me souviens. Et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je pleure pas parce que je me plains. Je pleure parce que c'est dur. Parce que moi, je pensais que j'arrivais à Paris et puis hop, 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 tu vois. Et je pensais pas que j'allais rester à la Brioche Dorée pendant 2 mois. C'était juste 2 mois. C'était pas si longtemps. Mais dans ma petite tête, là, Et ce jour-là, j'ai dit, je vais pas continuer comme ça. Demain, je vais au boulot, à la Brioche Dorée, mais avec un autre état d'esprit. Déjà, je suis contente, je suis à Paris. Il fait beau, il faisait beau à cette période-là. La Brioche Dorée, c'est sur les Champs-Élysées. C'est quand même la classe. Tu vois, c'est agréable, tu vois, du coup. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, prends le bon côté des choses. Et puis, je me suis rappelé quelque chose que ma mère me disait et qu'elle avait elle-même de son père, où il disait que tu peux ne pas aimer ton travail, mais tu dois aimer le fait de bien faire ton travail. Et c'est ce que je me suis dit. Je dois aimer le fait de bien faire mon travail. Et j'ai commencé à vendre des pains au chocolat, mais avec la joie, tu vois, et avec la gratitude. Et Mary, de ce jour, tout a changé. Effectivement. C'est comme ça que MCM m'a appelée. J'ai commencé à travailler à la télévision à MCM. C'est-à-dire quand j'ai changé mon état d'esprit, c'est-à-dire quand j'ai changé mon programme, les portes se sont ouvertes. Totalement. Tu vois. Et donc, ça fait maintenant 20 ans et je ne n'oublierai jamais cette leçon. Parce que la vie m'a montré concrètement que quand tu changes ton état d'esprit sans rien attendre de l'extérieur, finalement les portes s'ouvrent et la vie t'amène là où tu dois aller. Et je suis tellement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que ça ressemble à mon expérience. Comme je t'ai dit, j'étais à Paris et c'était le jour où j'ai écouté ce podcast, c'est que j'ai dit, il est temps que je change ma vie. Je suis passée de comptable à 6 ans de formation en PNL. J'ai fait, il y a rien qui me retenait. Je me rappelle que je tombais, il neigeait, verglas. J'allais au cours du lundi au dimanche. Je tombais, je glissais, je m'attrapais sur les poubelles pour aller en cours. Tellement j'étais déterminée. J'avais plus de douleur. Quand tu changes ton état d'esprit, j'avais pas de douleur. Tu étais tellement déterminée. Tu savais ce que tu voulais. Je savais. Je me rappelle que quand je me suis posée à ce cours, à ce premier jour de cours de PNL, j'ai dit, je vais ouvrir mon école à Dakar. Tu savais déjà. Et il disait que non, la PNL peut être perçue autrement. J'ai dit, moi, je vais amener la PNL au Sénégal. Et quand j'allais au cours, je tombais, je me relevais. Je me rappelle, il y a des moments où c'était en plein Ramadan, j'avais des j'avais de l'hypoglycémie, mais je tremblais, mais j'étais là, je regardais mon cours. J'ai fait mes cours, j'ai fini mon cours de certifié, j'ai dit, je m'arrête pas. J'ai fait enseignante PNL, j'ai dit, je m'arrête pas. J'ai fait hypnose, cours d'hypnose, praticien d'hypnose humaniste, je me suis pas arrêtée. Hypnose ericksonienne, je me suis pas arrêtée. Et je suis experte en body language, je me suis pas arrêtée. J'ai dit non, j'arrête pas. Et en parallèle, je venais ici, j'ai commencé à travailler. En fait, ce qui se passait, c'est que ce que j'ai vécu, j'avais envie de faire vivre ça aux gens au Sénégal. J'ai dit non. Ce que j'ai goûté, ce à quoi j'ai goûté, mon premier jour de cours, j'étais en pleine polygamie. Pour moi, ça aurait pu me détruire. Oui, parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais imaginé. Pour toi, c'est pas dans ta culture, la polygamie? Pas du tout. Ok.
surtout pas après 6 mois de mariage. Après 6 mois? Oui. Et je l'ai vécu à Montréal. Et du coup, ça, c'était soit je me choisis, soit je suis forte, soit je meurs. Et c'est là que le changement est dans ma tête. Et ce sont les phrases qu'on se dit dans ces moments-là. Et quand on a envie et qu'on est déterminé, j'avais plus de douleur. Ouais. En fait, me réveiller à 5 heures, 4 heures, le tout, c'était juste le focus. C'est d'avoir, je sais ce que je veux, je vais vers ce que je veux. Et je voyais que ça marchait. Et quand ça marche, mais tu t'arrêtes plus. Je me rappelle que mon directeur d'école m'a appelé pour me dire, Mary, comment tu fais? Parce que la formation ici, les gens le font en 10 ans. Il y en a qui font sur 5 ans, ils partent, ils reviennent. Et toi, tu es là depuis. Je vivais juste les actions. Ok. J'étais plus dans les émotions. J'avais décidé de couper tout ce qui était émotion et de laisser mon passé derrière. Wow. Et tu te donnais donc aucune excuse. Tu te laissais aucune excuse. Pas d'excuses. Ouais. Je laissais pas les croyances remonter pour dire que tu es capable. Je ne sais pas si je peux, j'hésite pas, j'y vais. Ouais. La peur pour moi n'existait pas. Soit j'y vais, je tombe, je meurs, voilà, Ouais. ou j'y vais et j'y allais. Donc en fait, c'est de couper ce mécanisme de dialogue qui me parle et qui veut m'empêcher d'y aller par habitude. Je voulais plus être en mode réaction. J'avais juste envie de poser des actions. Et je suis rentrée en 2000. Je me rappelle qu'on me disait, ouais, mais le coaching ne marche pas, les gens ne croient pas à ça. J'ai dit, d'accord, parfait. 200 personnes qui attendent. Ouais. Le coaching d'entreprise, on n'y croit pas. Je rentre dans une entreprise, mon objectif à moi, c'est que les gens soient en paix. Et quand je sors de cette entreprise, les gens rigolent. Il m'est arrivé d'amener des entreprises en team building. En partant, je regarde la situation, j'ai dit, mon Dieu. On me dit, Mary, ici, impossible de les mettre en paix. Et je suis là et je dis, si, c'est possible. En fait, avec la PNL, je crois que tout est possible. Je crois fondamentalement. Je parle même pas de la PNL en tant que telle. Je dis le fait de croire, d'avoir cette pensée, de se dire cette croyance que tout est possible, te permet en fait d'aller beaucoup plus loin que tu ne crois. C'est ce mindset, comme tu dis, qui t'amène vers l'avant. Et ça, c'est valable pour tout, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, mais justement, quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on a un objectif, parfois on peut penser c'est impossible ou quoi, mais si on arrive à se programmer en se disant, OK, peut-être c'est impossible, en fait on n'en sait rien, mais en tout cas, moi, je vais tout faire pour n'avoir aucune excuse, justement. Quand j'ai ouvert mon premier cabinet, mes amis me regardaient avec « elle est folle ». Elle est dans son délire, celle-là. Tu laisses ton travail en France, au Canada, tu viens ici. Et j'ai ouvert mon deuxième cabinet. Et quand ils viennent me voir, ils osent m'avouer que on ne croyait pas en toi. Alors, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas important que tu crois en moi. Moi, je crois en moi. Ouais. Et c'est ce qui est important. Alors, ça m'amène à parler de la confiance en soi, qui est fondamentale. On parle de quoi? De confiance en soi ou d'estime de soi? C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que l'estime de soi, elle est plus fondamentale. OK. Comment on fait pour travailler son estime de soi et sa confiance en soi? On parle d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, d'opinion de soi, d'affirmation de soi. L'estime de soi, ça englobe le tout. L'estime de soi est la base parce que ça vient de notre passé. L'estime de soi, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on t'a mis comme valeur. Qu'est-ce que tu as enregistré? Et ce sont ces valeurs, ce que je vaux, qui va définir dans un premier temps la personne. Ce que tu crois que tu vaux. C'est par rapport aux valeurs qu'on t'a inculquées. Et là, tu vas t'estimer. Parce que face à une situation, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question, est-ce que je vaux ça ou pas? Quand tu sors pour acheter ton pain, tu regardes, tu pars faire tes courses. Allez, tu vas acheter ta robe. Tu amènes de l'argent avec toi. Tu as $100 ou 100 €. Tu vas d'abord regarder combien vaut cette robe et moi, combien j'ai. Ouais. Et tu te demandes, est-ce que cette robe vaut ces 100 € là? Et c'est ce qu'on fait tout le temps dans la vie. Avec nous-mêmes? Avec nous-mêmes, dans la rue, dans ce qu'on fait, même dans la comparaison. Les gens pensent que la comparaison est très mauvaise, mais en fait, je dis, c'est bien, en fait, c'est un mécanisme naturel. Mais c'est important, en fait, de rester sur soi par rapport à ce qu'on veut. Donc, quand on va s'estimer, est-ce que je vaux
on passe notre temps à nous estimer. Mais on passe surtout notre temps à nous sous-estimer. Surtout les femmes, j'ai l'impression. En fait, les hommes aussi, mais ils ne le disent pas. Ah, ok. C'est leur secret à eux. Mais... Donc, l'estime de soi, c'est par rapport à la valeur. À la valeur. Mais comment donc on peut augmenter la valeur qu'on se donne? On est unique. Ouais, c'est savoir ça, c'est être conscient de ça. À la base, être conscient que chaque personne qui vient sur Terre a un rôle, une fonction, une mission de vie. Donc, dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec l'habit que tu vas porter. Ça n'a rien à voir avec le poste que tu as. Tu es unique, tu as un rôle. Même si c'est pour sourire à une personne, c'est ton rôle, tu vaux quelque chose. Le bon Dieu ne n'amène pas une personne par hasard. Chacun a son rôle à jouer. Je donne un exemple. Une dame SG dans une grosse structure qui vient me voir. Je vaux rien en ce moment, je suis pas bien. Mais parce qu'on prend pas le temps de se poser aussi. Parce que parfois, le cerveau, il nous joue des tours. Tu vas croire que tu ne vas pas vouloir quelque chose par rapport à un sujet professionnel, alors que tu ne vas pas visiter ta vie personnelle. Si tu ne joues pas, par contre, bien tes rôles, tu ne prends pas le temps de dire quels sont mes rôles, mes fonctions en tant que femme. Est-ce que je remplis mes rôles de sœur, de manager, d'épouse? Écoute, inconsciemment, tu vas juste penser que c'est parce qu'au niveau du travail, tu vaux rien. Mais en fait, tu vaux plus que ton travail. Ton travail ne te définit pas. D'accord. Il faut regarder les différents rôles aussi. Et puis même au-delà des rôles, quoi. Comme tu dis, on est là, quoi. On est là pour une raison. Et donc, le simple fait qu'on soit là, ça nous donne une valeur. T'as de la valeur. À toi d'aller exploiter ta valeur. Après, je peux comprendre que des gens viennent nous voir pour dire « Je veux connaître ma mission de vie ». Ça s'explore. Ok. Mais est-ce qu'on est obligé de savoir sa mission de vie? Parce que moi, je suis plus comme tu l'as dit tout de suite, au moment où tu souris à la personne, c'est ça ta mission de vie, c'est de sourire à cette personne. Au moment où tu dis bonjour à la dame, c'est ça ta mission de vie, c'est de dire bonjour à la dame. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des grandes missions de vie, là? Peut-être pas grande, mais on est obligé de connaître sa mission. C'est bien de connaître sa mission de vie. Parce que ça a un lien avec le talent qu'on va faire, le métier qu'on va faire et de se nourrir professionnellement et personnellement aussi. Oui. Parce qu'on peut, dans sa mission de vie, je donne un exemple, une dame me dit, oui, mais moi, je suis mère au foyer, je vaux rien. Et en allant visiter sa mission de vie, elle a compris que c'est une épouse à part, elle est complète dans son rôle. Et son rôle, c'est de pouponner ses enfants, de s'occuper de ses enfants, de voir ses enfants grandir, de s'occuper de son mari. Et pour la première fois, elle s'est retournée et elle comprend que sa mission à elle, c'est ça. Et que elle n'a pas besoin de se comparer à sa copine qui laisse peut-être son ami qui laisse sa maison et qui s'occupe de chacun sa mission. Oui. Et du coup, on reste aligné avec soi-même. Voilà. Mais il n'y a pas de petite mission. Non, il n'y a pas de petite mission du tout. La personne que tu vas avoir, même s'asseoir en train de demander à pouvoir subvenir à ses besoins de vie, sa mission, c'est de venir t'aider à ce que toi, tu lui donnes. Ouais. Et à cette notion de donner et recevoir, non? Ouais. Donc, on peut pas dire que cette personne est plus petite que moi parce que grâce à elle, toi, tu peux donner. On a un outil qu'on utilise souvent qui s'appelle l'alignement dénévologique qui te permet d'aller te poser des questions. Ça peut être utile de se dire dans cette vie, qui suis-je? Dans quel environnement je suis? Quel comportement j'ai dans cet environnement? Et quelles sont les capacités que j'ai dans cet environnement? Ça te permet de pouvoir observer et de t'être aligné avec toi-même. Et dans ces capacités que j'ai dans cet environnement, quelle est mon identité? Je crois en quoi fondamentalement? Et du coup, quel sens ça donne à ma vie? Comment je joue ce rôle dans ma communauté? On l'appelle sens ou spiritualité, mais prendre le temps de visiter cet alignement te permet de pouvoir se poser, te dire, allez, moi, Seynabou, dans ce podcast, je touche à tel environnement. Voilà les comportements que j'ai durant ce podcast. Et voilà ce que ça me donne comme capacité, ça te renforce. Voilà ce que je crois fondamentalement, ce que je donne aux gens, ça leur apporte, ce que je transmets. Et ça fait que ça donne mon identité, qui je suis et quel rôle je joue dans ma communauté. Ça permet d'être aligné avec soi-même. D'accord. Ce sont des outils qu'on utilise aussi. Ok. Je pense que la gratitude aussi est importante. Tu peux parler de ça et comment est-ce qu'on peut faire pour
nourrir plus de gratitude dans notre quotidien? La gratitude, tu sais, cette connexion avec la foi. Pour moi, on me demande souvent, est-ce que tu fais le spirituel est important pour toi? Je dis fondamental. Je me réveille tous les matins et sans cette connexion, je ne peux pas avancer pour moi. J'ai besoin d'être connectée. Et pour ça, je remercie tous les jours le bon Dieu pour tout ce qu'on a, tout ce que j'ai dans ma vie. Dès le matin? Dès que j'ouvre les yeux. Mm-hmm. En fait, la gratitude est essentielle. Pourquoi? Ça vient te renforcer dans ton intérieur. C'est le fait de te brancher et de savoir que tu as un support aussi. Comment ça? Que tu as un support? On me demande souvent, Mary, mais comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Je dis non, moi, j'ai pas confiance en moi. J'ai confiance au plus haut. Mm-hmm. Moi, j'ai confiance totalement au bon Dieu et je crois que tout ce qu'il me donne est bon. Mm. Tout ce qu'il me donne de bon comme de mauvais est bon. Je regarde juste mon passé et je regarde mes expériences de vie et à chaque fois que je me pose, j'ai des clients qui viennent me voir et je regarde le ciel puis je lève les yeux aussi, je dis mais c'est incroyable. En fait, tu m'as fait vivre ça pour que je puisse aider cette personne. Je viens de comprendre maintenant. À chaque fois, tout ce que j'ai eu à vivre, incroyable. Les gens viennent me voir, j'écoute la personne ou je revois la personne et je me revois et tout de suite, je remercie le Seigneur. Et je lui dis merci beaucoup, je viens de comprendre. Tout le temps, à chaque moment, je dis je viens de comprendre pourquoi tu m'as fait passer par ce chemin. Donc la gratitude, c'est pas seulement pour les bons moments. Ouais. La gratitude, c'est autant quand c'est bon ou quand c'est difficile. On ne peut pas ne pas avoir de moments difficiles dans la vie. Mm-hmm. On regarde dans les pays où il y a la guerre, mais on bombarde des églises, des mosquées. Et pourtant, ils sont très connectés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas... Je veux dire, cette foi n'a pas empêché ça. Et tout simplement parce que les épreuves de la vie font partie de la vie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de travailler à l'intérieur de soi pour être bien à l'intérieur de soi. Quel que soit l'environnement. Quel que soit l'environnement. Et ça passe par remercier pour tout ce qu'on a de bon ou de difficile qu'on a eu à traverser. Et pour moi, il n'y a pas de moment difficile. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Pour moi, c'est du feedback. Ouais. Et il m'est arrivé d'avoir je transmets tout ça lors des séances et je dis, développer sa force, c'est d'abord de reconnaître une situation difficile. Donne-moi un exemple. Quand j'ai vécu, je repars avec ma polygamie, c'était tellement dur que je me sentais dévastée. J'ai mis mon tapis et j'ai prié, puis j'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu me fais vivre ça. Il y a sûrement une raison pour laquelle tu veux que je vive cette situation. Je vais l'accepter. L'acceptation. L'acceptation, c'est comme si tu tends la main, on te donne quelque chose d'invisible. Ouais. Tu n'as pas de contrôle dessus, c'est invisible. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme si, plus tu avances dans le temps, ce que tu as accepté devient visible et c'est un cadeau de la vie. C'est ça, accepter. Et donc, j'ai posé mon tapis et j'ai dit, qu'est-ce que je dois apprendre? Mais en attendant, comme c'est difficile et que je sais que c'est pas moi qui commande, j'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé à venir sur Terre, mais je vais vivre toutes les situations qui vont se présenter à moi. Par contre, je te demande de me donner la force de tenir. Donne-moi la force de tenir le temps d'arriver à la destination, de recevoir ce que je dois recevoir. Et développer la force, ça commence par avoir une discipline. Et parfois, pourquoi c'est difficile pour les jeunes maintenant? Parce qu'on croit qu'on doit tout avoir tout de suite. Ouais. Et quand tu dis discipline, comment est-ce que ça se traduit? Créer des routines. Mais ça commence par avoir un objectif. Ouais. Oui, parce que le fait d'avoir un objectif te permet de savoir, OK, cette discipline, je la mets en place parce que voilà ce que je veux obtenir. C'est ça. Le premier, il y a un outil de base qui s'appelle le Smarter Plus. Smarter Plus? Oui. Okay. C'est-à-dire que tu vas visiter ton objectif et tu regardes
déjà de poser un objectif doit être positif. Je ne veux pas pleurer, tu fais quoi? Je ne veux pas pleurer, c'est ça l'objectif? Non, je donne un exemple. Si tu te dis, par exemple, je ne veux pas pleurer. Ah oui, non, tu ça, vas c'est pleurer? pas possible. Tu vas pleurer. Je ne veux pas grossir, mais tu grossis. Bien sûr. Je ne veux pas perdre mon emploi, mais tu vas le perdre. Parce qu'en fait, tu donnes des indications à ton cerveau et à ton environnement, ce que tu ne veux pas. Ouais. En fait, tu sais, toujours pour toutes les personnes qui nous écoutent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Souvent. Donc, c'est important de faire cette distinction entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ouais. C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas, parce que ça nous permet de ne pas aller dans les limites, d'avoir des frontières. Ouais. Mais par contre, c'est très important de savoir ce qu'on veut, de se poser un objectif, et un objectif doit être positif, il doit être très spécifique. C'est comme un point pour pouvoir l'atteindre. On doit pouvoir mesurer l'objectif et savoir si je suis capable, c'est atteignable pour moi. Et le point, le Graal ici, c'est d'aller voir aussi, est-ce que cet objectif est écologique? C'est ce qu'on ne fait pas souvent. Écologique? Écologique, est-ce qu'il y a des avantages pour moi et des inconvénients? Mais on ne vit pas seul. Quels sont les avantages et inconvénients pour mon entourage? D'accord. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour le plus grand bien de tous? Peut-être pas tous. Y compris de moi? Oui. Mais son environnement direct. De son environnement direct. Oui. Et pour donner un exemple, c'est, OK, je suis père de famille, j'ai des enfants, je veux investir, je vais prendre toute mon épargne pour investir dans tel domaine, la restauration en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est écologique? Tu gagnes toi, mais les risques. Pour l'entourage, c'est un risque. Hein? C'est ça. Donc, ça permet de revisiter ton objectif pour dire, dans ces cas-là, je prends cette partie, j'investis, l'autre partie, peut-être j'épargne pour mes enfants, ou je sais pas, c'est une idée. J'entends déjà les voix. Oui, mais moi, je sais pas ce que je veux. Comment faire pour savoir ce que je veux? C'est ce que tu disais tout à l'heure, la mission de vie. Mais comment on fait pour savoir? Les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent dans la vie. En fait, si tu passes ton temps aussi, ça c'est une partie, hein, à regarder ce que les autres ont ou font, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Ouais. Par contre, oui, c'est le retour à soi. Ouais. Par contre, si tu prends le temps de te poser, de connaître tes capacités, quels sont mes talents, quel est mon potentiel, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire profondément, tu vas savoir ce que tu veux. D'accord. Mais si on reste à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'on veut. Parce qu'on va voir 100 000 personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les réseaux, c'est bien. Le LinkedIn, c'est bien, mais ça vient nous brouiller. Parce que je vois 40 000 personnes faire la même chose. Je vais voir, tu fais ton podcast. Pouf, je te suis, je fais le podcast. Donc, c'est important aussi d'aller visiter ses talents. D'accord. Quelles sont mes forces? Ce sur quoi j'excelle. Qu'est-ce que j'aime faire? Là où quand je le fais avec passion. Il m'arrive d'avoir des personnes qui sont déjà en entreprise, qui me disent, j'aime pas ce que je fais. OK. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Écoute, dessiner ou faire des modèles, j'aime ça. C'est de nourrir sa passion, ce qu'on aime faire profondément. Et il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et ça nous permet de nous rediriger vers ce qu'on aime à date. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ça dépendra de tes talents, d'aller à l'intérieur de toi, de visiter ton potentiel. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parlait de la PNL, de l'importance de ce qu'on reçoit comme message, de ce qu'on a dans nos têtes, des programmes qu'on a à l'intérieur de nous. Ces jeunes ont besoin d'être programmés aussi. Pas programmés dans le sens où on en fait des automates, mais au moins de recevoir ce message qui leur dit, écoute, prends le temps de mettre du plaisir dans ce que tu fais. Ce que tu fais actuellement est important. Ne sois pas pressé, surtout. Ouais. Ne sois pas pressé, tout ton avenir est devant toi. Ça ne veut pas dire reste couché. Ouais. Le futur se construit au présent. C'est essentiel de travailler au présent pour construire son futur. Parfois, les gens sont tellement pressés, on pense que c'est normal, c'est un mécanisme de notre monde actuel. Oui. Tout va vite Tellement. Et on croit qu'on doit aller vite. Ce qui se passe quand on va trop vite, on rentre dans l'anxiété. Oui. Oui. Et quand on est dans l'anxiété, dis-toi que tu te titanises toi-même.
tout simplement parce que c'est pour ça que je dis, OK, mets-toi une vision long terme, mais prends le temps de vivre court-termiste. D'accord. Pour bien vivre. Sinon, tu t'injectes de l'adrénaline et du cortisol, qui sont ces hormones qui veulent te pousser à avancer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le stress, le cortisol, l'adrénaline. C'est les hormones du stress. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et de l'angoisse et de l'anxiété, si c'est trop... Tu t'injectes toi-même du poison tous les jours parce que tu as une vision trop longue de la chose. Il faut avoir cette vision, poser l'objectif et revenir travailler dans le présent. C'est ça. Tu as parlé d'écrire, d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a aussi peut-être les affirmations positives. Oui. Parce que moi, je sais que j'ai utilisé ça à un moment donné. Quand je me suis rendu compte que j'avais des voix qui m'envoyaient des messages négatifs, je me suis dit, hey, c'est pas bon ça. Et j'ai pensé à des compliments qu'on avait pu me faire dans ma vie. Et je les ai écrits sur des bouts de papier que j'ai collés sur mes armoires. Pendant un moment, j'ai fait ça. Et ça me permettait de me renvoyer des messages positifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Oui, je recommande. Je vais même aller dans les 3. Tu sais, on a parlé du visuel, auditif et kinesthésique. Dans le visuel, c'est important, par exemple, si tu es une personne visuelle, quand tu as des images qui viennent souvent te bloquer, admettons que tu aies vécu une expérience difficile et que tu as une image qui remonte souvent. Tu as la possibilité de dire, OK, est-ce qu'elle est utile, elle est dans cette image qui revient? Parce qu'en fait, tant qu'elle monte, ça amène du cortisol dans ton corps, ça ramène des émotions et ça va avec son émotion de base. Mets ça en noir et blanc. OK, déjà, tu enlèves la couleur, donc ça diminue l'intensité. OK. Ça diminue. Le cerveau, lui, il fait pas de... c'est comme un ordinateur. Tu mets un fichier, la note et l'intensité que tu mettais, si tu changes de mot dans la formulation de ton email, ça change le ton et la personne reçoit le mail autrement. Mais c'est la même chose pour l'image. Excellent. Alors, mets ça en noir et blanc si tu peux et regarde, c'est différent. Si je te donnais un exemple, toi, prends une image une image parlante, je te prends par surprise. Imagine que cette photo, elle est où? Quand tu la vois, elle est à l'intérieur de ta tête, à l'extérieur? L'image, là, je la vois, je la projette, quoi. Tu la projettes, elle est extérieure. Oui. Donc, tu te vois dans l'image? Oui. Parfait. Alors, imagine que tu mettes comment tu te sens quand tu vois cette image? Quelle est l'émotion qui est là? Il y a une petite tension là que je sens au niveau un peu en dessous du plexus solaire. Il y a quelque chose, ouais. Parfait. Mets cette image en noir et blanc et enlève le son. OK. Comment tu te sens? Oui, elle me fait un peu sourire, quoi, comme si je regardais un film et puis je me dis, oh, la pauvre petite et tout, mais tu vois, rien de grave, quoi. Tu vois comment le cerveau réagit entre cette image que tu voyais en couleur, comment il va l'interpréter, cette image que tu vois en noir et blanc, comment il l'interprète et le ressenti qui va avec. Okay. Maintenant, imagine que tu prends cette même image et tu la réduis et tu dis, écoute, tu m'as été utile, tu m'as servi, mais aujourd'hui, je vais classer cette affaire. Et réduis-la, mais fais comme si c'était un point. OK. Comment tu te sens? C'est ça. OK. Ça, c'est pour les images, par exemple. D'accord. Un son, c'est de se demander à quel niveau ma voix parle. Admettons que tu me parles et on est en train de faire le podcast et là, je dis un mot qui va déclencher une pensée chez toi. Je donne un exemple simple. Je peux parler de « Ok, j'ai perdu ma mère, nanana ». Ça déclenche quelque chose peut-être parce que, n'est-ce pas? C'est la petite voix commence à te dire « Oui, mais toi aussi » ou « Toi » ou « Tu connais quelqu'un » ou parce que tout simplement, il y a eu un déclencheur externe. C'est de dire à cette petite voix « Ok, là, ce que je fais, c'est important. Je te mets à 0. » Admettons que c'était à combien la petite voix? 6 quand même. 6. Alors, dis-lui, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi, je te traite après. Mets ça à 1. OK. Comment tu te sens? Ouais, plus cool, plus libre. Plus libre, n'est-ce pas? Et si tu mettais à 0, comment tu te sentirais? Je suis pas sûre de vouloir mettre à 0. Exact. Parce que c'est l'empathie. J'adore, c'est ça l'écologie dont je te parlais tout à l'heure. L'écologie, c'est que pour toi, c'est pour ça que je te dis, on ne donne pas les outils, les mêmes outils à tout le monde. Parce que pour toi, dans ce moment-là, écologiquement, tu n'as pas envie de le mettre à 0.
est suffisant pour toi. C'est pour ça qu'on évite de donner beaucoup de choses en public, parce qu'il ne faut pas que ce soit utilisé de la même manière partout. Par tout le monde. Tu comprends? Et du coup, comment tu te sens quand tu mets à 1? Je me sens bien, j'ai la joie. Parfait. Et tu passes à autre chose. C'est ça qu'on donne comme technique, c'est ça la PNL. D'accord. Waouh, c'est puissant, hein? Ça donne, et on travaille sur beaucoup de points comme ça. Alors, on parle de ressenti. C'est de se demander, OK, ce point dont tu parlais tout à l'heure, j'aurais pu ne pas parler de l'image, et je repars avec ton point, et je te dis, OK, parfait. Prends ce petit point, ça a cette intensité au niveau de la chaleur. Tu me dis, allez, dis-moi, c'était à combien? Par rapport à l'image, la chaleur? Oui, ce que tu ressentais dans ton corps. Du 4. Du 4. Sur 10. Oui. Parfait. Et si tu mettais ça frais, ça te donnerait quoi? Si je le mettais... À la température qui te convient. À la température qui me convient? Oui. Si je la laisse à 1, c'est bon. Hein. Parfait, hein? C'est bon, hein? C'est bon comme ça. Parfait, excellent. Alors, comment tu te sens? Ok, je me sens bien. Parfait. Détendu. Détendu. C'est comme ça qu'on travaille. Et ce sont ces outils qu'on donne aux personnes selon qu'est-ce qui est là. Et on en a des centaines comme ça, où on accompagne et on aide les gens à travailler avec leur état intérieur. Les images qui existent. Et ça, c'est le premier travail dont je te parlais tout à l'heure, du travail de passer ce nettoyage, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, aller là où les émotions sont un peu fortes, voir quelles sont les images ou bien les températures ou les couleurs associées, et puis faire un travail sur ça. C'est ça. En essayant d'être le plus authentique avec soi-même. Authentique avec... Il ne faut pas se raconter d'histoire, quoi. Et ton histoire n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, tu peux pas dire la même chose. Je me rappelle, j'ai une cliente qui vient me voir, je travaille avec elle, elle finit, au lieu de travailler sur elle écoutait, elle enregistrait la technique, elle va le faire à son mari le soir. Boum. Elle me dit, s'il te plaît, je dis, écoute, elle me dit, je le ferai plus jamais. Oui, parce que ton histoire, on l'a fait selon toi. Donc, c'est pour ça que je dis que tu as besoin d'une année minimum d'expérience, parce que tu as besoin d'être sur le terrain, de voir. On peut pas coacher quand nous, on n'est pas bien. Oui. Ça, il faut le dire. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai fait 1 an, ou peut-être j'accompagnais en même temps, mais j'avais réduit le nombre. J'avais perdu, moi-même étant il faut accepter le deuil et la douleur. Donc, dans ces moments-là, j'avais tout perdu. Mes réflexes. Et j'avais tout perdu, vraiment. Perdre un papa, c'est perdre une partie de toi. Et donc, dans ces moments-là, j'avais perdu mes réflexes de me protéger. J'avais plus de protection pour moi. Parce qu'un papa, pour moi, c'est la protection. Donc, c'était 1 an où, par contre, tout ce que je faisais, ça marchait pas. Et à un moment, je me suis dit, OK, prends le temps d'accepter. Ce qui est là, c'est une réalité, c'est une émotion. Et d'ailleurs, quand j'accompagne dans le deuil, je dis souvent aux gens, laisse l'émotion te pénétrer. Accueille cette émotion. Et j'ai dit, c'est pas n'importe qui est parti. C'est quand même la plus grosse partie de moi. Il fallait que je sente la douleur. D'ailleurs, je disais à mon hypnothérapeute, je ne ferai pas de séance. J'ai besoin de vivre ça. Je sentais la douleur me traverser dans tout mon corps, de le perdre, de l'avoir perdu pendant 1 an. Et je le sentais dans tout mon corps réellement. J'étais malade, hospitalisée, opérée, couchée, tout. Mais j'ai accepté. Wow. Et quand c'est passé, j'ai commencé à dire, OK, là, je commence à voir la tempête commence à passer. Ça a pris 1 an. Et puis ça a passé. J'ai laissé la douleur me pénétrer, me faire mal. Ça demande énormément de courage, ça. Parce que les réflexes qu'on a, c'est de fuir la douleur. C'est comme la peur. On a envie de fuir. Et en fait, le vrai secret, c'est de l'embrasser. C'est de l'accepter profondément. Quand tu vas à Montréal, la première chose qu'on t'apprend, tu sais, c'est quoi? Va dans le sens de la résistance. S'il neige, qu'il y a du verglas, si tu glisses, ne résiste pas. Laisse-toi aller. Sinon, tu te casses un bras ou tu meurs. Si tu tombes, tu peux te faire mal si tu résistes. Donc, on te dit, laisse-toi aller et tu glisses et tu te fais pas mal. Et du coup, tomber à Montréal, c'est pas ridicule. OK, ben oui. Et donc, ça, c'est la première chose que j'ai appris. Ça, c'est super. Et donc, aller dans le sens de la résistance, c'est ce moment où tu sens que cette émotion, je dois la vivre. Je la laisse me rentrer dans mon corps. Je ne résiste pas. Et puis, je respire et puis je la laisse passer.
Et je vais vivre ça jusqu'à ce que je commence à sentir l'intensité baisser au fur et à mesure. Et je commence à sourire en pensant à lui. Et ça, cette technique, je donne ça souvent aux gens qui viennent me voir en deuil. Parce qu'en fait, je reste culturellement au Sénégal. Tu pleures, ne pleure pas. Ouais. Ouais. Même tu rigoles aux éclats, baisse-le, on ne rigole pas. Tu n'as pas le droit de rire. Exprimer tes expressions et de vivre ces émotions. Pour moi, c'est essentiel quand on vit une douleur, une perte, un chagrin, une déception, d'accepter. Peut-être mettre un cadre dans cette notion d'acceptation. Le contrôle, c'est beaucoup plus dans les moments où ça va t'arriver. Oui, c'est-à-dire peut-être pas le faire en public ou quoi, mais à un moment donné, il faut... Crée-toi ton cadre. Ton espace. Ton espace. Tu sais, une petite technique d'hypnose que j'utilise. Je mets mon auto-hypnose. Auto-hypnose. Ah, ça m'intéresse, moi. Je vais peut-être essayer. Admettons, je suis sur le chemin de Saint-Louis. Je sais que j'ai très, très faim. Dans 2 heures, je ne vais pas arriver, mais si je ne mange pas, je peux tomber dans les pommes. Alors, je pense que je prends le temps de lui dire, OK, je ferme les yeux et je lui dis, à mon inconscient, alors, je te demande d'étirer le temps. Fais comme 2 heures, c'est 5 minutes pour toi. OK. C'est ce qu'on appelle, on joue avec le temps. OK. Ça, c'est génial parce qu'en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. Et ça marche quand tu fais ça? Ça marche. Essaie, tu me diras. OK. Je dis, fais comme si. Ces 2 heures-là, c'était 5 minutes. Ces 2 heures, c'est 5 minutes ou 15 minutes, allez. Tu vis quelque chose d'ennuyeux, de fatigant. Je fais comme si. 2 heures, c'est 15 minutes. Et je lui répète, et je lui répète, et je lui répète. Puis j'oublie. Et je passe à autre chose, par contre. OK. Puis tu dis, ah bah tiens, je suis arrivée. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu vois, le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Si je te dis, imagine que tu as un citron devant toi. Imagine que tu coupes ce citron en 2. Prends le temps de goûter. Là, tu salives, là. Tout de suite. Il n'y a pas de citron. Il n'y a pas de citron. Par contre, lui, il entend citron. Il voit le citron coupé. Il sent le goût. Il t'envoie l'hormone et tu salives. Il y a déjà la réaction. Moi-même, je salive. La réaction physique. Non, mais ça montre la puissance, effectivement, du cerveau et de l'imagination. Oui, parce que rien de tout ça n'est réel. Donc, tes affirmations, pour revenir là-dessus, si le cerveau est capable d'imaginer un citron, d'activer la salivation. Donc, si tu te poses des objectifs, moi, je me réveille tous les matins en me disant, j'ouvre ma porte de l'abondance. J'ouvre et je mets mes mains grandes, ouvertes, puis je dis, j'ouvre ma porte de l'abondance et j'imagine comment la lumière s'ouvre, comment l'abondance s'ouvre et j'ouvre ma porte de l'abondance et j'ai de belles opportunités qui s'ouvrent à moi, qui s'offrent à moi. Et on me dit souvent, tu démarches les entreprises? Je dis, pour l'instant, c'est l'abondance qui m'envoie les entreprises. Ouais. Toi-même, tu fais pas de démarche commerciale, c'est les entreprises qui viennent à toi. Eh ben, ça marche alors. Mais il faut y croire. Parce que, ou bien alors, on peut commencer sans y croire vraiment, juste pour tester et puis voir si ça fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Il faut y croire et il faut faire ce qu'il faut pour que ça se passe. Ouais. Parce qu'il y a l'action derrière. Il suffit pas de dire j'ouvre les portes de l'abondance et d'aller te coucher. Il y a des efforts à fournir. Cette fameuse discipline dont la rigueur, la crédibilité. Tu viens nous voir à l'Institut, c'est tout un processus et je suis très rigoureuse avec les filles pour tous les détails. Pour moi, le détail est très important dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est très important aussi d'avoir des moments de repos. De récupération. Ça, c'est pour les entrepreneurs. De savoir de pas être non-stop, quoi. OK. Parce que la passion peut te tuer. Ouais. Et on est plus productif quand on laisse de l'espace. Tu sais, parfois les gens viennent me voir, ils parlent de burn-out. C'est quoi le burn-out? C'est ton système qui bug. Un téléphone surchargé, il bug. Un appareil, ton ordinateur, si il est rempli et qu'il a plus de capacité, il bug. Alors pourquoi le cerveau ne va pas bugger s'il a trop d'informations? Donc toutes ces informations qui sont derrière nous, c'est le passé. Donc quand on parle de nettoyage, c'est pour ça que le nettoyage, le fait de se ressourcer, c'est quelque chose à faire tout le temps. En fait, ça doit faire partie de notre routine. Le temps de repos, comme pour un sportif, le temps de récupération fait partie de l'entraînement.
Le temps de repos, le temps de nettoyage fait partie. Mais parfois, les gens viennent me voir, ils font leur séance et ils disent c'est fini. Je dis, tu viens de démarrer. Parce qu'aussi, on est tellement dans une société de performance où on doit être justement, tu disais que c'était important de faire, mais faire, là, aussi, à un moment donné, c'est un équilibre, c'est une respiration. Si tu t'arrêtes pas, ta machine t'arrête. Ouais. Et quand on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Il se repose, il a des idées, les idées ressortent. Et dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est, donc tu parles de faire, mais tu parles d'être la personne qu'on doit être pour atteindre son objectif. C'est-à-dire, il suffit pas de dire l'abondance vient à moi, mais qui je dois être pour être en harmonie avec cette abondance à laquelle j'aspire. C'est ça aussi. Et qui je dois être, c'est en faisant qu'on devient la personne qu'on doit être. Totalement. En fait, la notion de... C'est pour ça que je te dis, quand on rentre en entreprise, nous, on s'occupe du savoir-être. Et dans ce savoir-être, il y a pas que nous. Il y a nous et il y a la relation qu'on a avec l'autre. D'abord, le savoir-être, le être et le savoir-être, c'est pas pareil. Donc, être, c'est qui suis-je? Comme j'ai dit, quelles sont mes limites? Mais quelles sont mes forces? Quelle est ma nature profonde? Quel est mon potentiel? Quel est ce talent que j'ai, que je peux? Même moi, dans mon métier, je m'arrête parfois et je dis, où est-ce que je performe? Où est-ce que je vois que là, quand je fais, je suis contente et puis ça me permet de dire, ça, j'en fais moins. D'accord. Je fais le fameux 80-20. La loi de Pareto, je crois. Pareto. Et je prends mon temps et je dis, et je me repose ces questions chaque année. Alors, on va expliquer la loi de Pareto. Tu veux l'expliquer? Oui, la loi de Pareto, moi, dans mon chiffre d'affaires, je me dis, quel est les clients qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires? Et je reste focus là-dessus. Donc, en général, c'est 20% de tes clients représentent 80% de ton chiffre d'affaires. En général. Et surtout... Et tu te concentres donc sur ça. Je me concentre dessus. Et je dis le temps que je mets. Moi, je vais plus aussi, après le chiffre d'affaires, je regarde le temps. Quel est ce qui rapporte 80% de mon chiffre d'affaires, où je vais faire que du 20% de temps dessus. Oui. Parce que c'est ça la productivité, en fait. Oui. Parce que sinon, tu fais 80% et tu as 20% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu n'es pas efficace. Oui. Il manque d'efficience ici. Donc, c'est important de travailler sur cette loi de Pareto. Mais c'est vraiment important de se dire que on peut se programmer positivement pour accomplir ou réaliser la vie dont on rêve pour soi-même, quoi. Tout est possible. Ça, c'est super important et j'espère que c'est ce que les gens vont retirer de notre échange aujourd'hui. Donc, un exemple, on a bientôt terminé, mais par exemple, je veux atteindre un objectif professionnel. Je lance un podcast, je veux que mon podcast soit hyper successful, qu'on ait une énorme communauté, que ça inspire positivement plein de gens. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me programmer pour aller vers ça? De quelles ressources tu as besoin pour te programmer pour aller vers ça? C'est ça que je vais te demander en premier. De quelles ressources j'ai besoin? Parfait. Ressources et capacités. Selon le travail que tu vas faire, il y a des notions, des ressources. Je donne un exemple. En tant qu'entrepreneur, la patience est la première chose qu'on doit intégrer. Le focus, la discipline. En fait, il faut d'abord s'armer intérieurement. OK. Oui. Donc, développer, quelle qualité je dois développer en moi? Et c'est important aussi d'aller se demander, selon le métier que je fais, selon ce que je veux lancer, le projet que je fais, qu'est-ce que ça demande comme capacité pour renforcer ça? Compétence, OK. La compétence clé et surtout le trait de caractère que tu peux développer, les traits de personnalité qu'on peut intégrer. Dans chaque métier que tu as à faire, avant même de te demander qu'est-ce que j'ai besoin d'aller avoir, c'est important de te poser la question, quelles sont les habiletés que mon métier demande? D'accord. Et de les développer. Ouais. Ça peut être interne, ça peut être des habiletés extérieures, ça peut être une formation. Ça prend même parfois des formations. Et donc, développer les habiletés. Ensuite? Être bien entouré. Être bien entouré. Modéliser les personnes qui ont déjà réussi. Ça ne veut pas dire copier, mais aller voir de quelles ressources j'ai besoin, avoir des mentors et ne pas rester seul. On a tendance en tant qu'entrepreneur à vouloir rester seul. Être isolé et dire je me sens seul, j'ai personne, parce qu'on a peur de s'exprimer. C'est vrai que quand on a une vision
et qu'on veut l'exploiter, c'est important de le garder en secret. C'est juste parce que si tu as une vision, une idée, si tu commences à en parler, tu as déjà fait le chemin. Limite, ton cerveau croit que c'est acquis, c'est fait. Ouais. Le gain est déjà mangé. C'est comme si tu dis, cette entreprise va me permettre de gagner tant de milliards et tu commences à dépenser. Oui. Ouais. Donc, il faut attendre, il ne faut pas en parler trop vite. Mais parler aux experts, se rapprocher des experts. Ouais. Et tu n'es pas obligé d'aller voir un expert tu as plusieurs experts dans plusieurs domaines et cibler les experts selon ce dont tu as besoin pour poser les questions. D'accord. Et avoir de l'appui, des supports. Et savoir aussi qu'être entrepreneur, c'est pas seulement le métier. Être chef d'entreprise aussi. Avoir les habiletés de chef d'entreprise pour que ton business dure. Ouais. Quand tu dis c'est pas juste le métier, c'est pas juste le savoir-faire du métier, c'est aussi la gestion d'une entreprise, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est l'organisation, le management, la vision, la stratégie. Je donne un exemple. Je suis coach, je suis enseignante, je suis formatrice. Mais je suis chef d'entreprise. Donc, quand je suis coach, j'ai le ton de voix d'une coach. Quand je suis enseignante, je leur dis, surtout les gens que j'ai eu à former, à coacher, quand ils arrivent, ils disent, Mary, on te reconnaît. J'ai dit, là, c'est l'enseignante, hein. Elle est dure. Elle est plus dure. C'est un autre rôle. Oui, c'est même pas le même ton. Oui. La formatrice, c'est pas la même chose. Mais par contre, quand je passe à chef d'entreprise, là, on m'appelle Madame Ba, on m'appelle pas Mary. Ben, je sens, là, dès qu'on dit Madame Ba, je sais que, bon, là, je porte ma casquette. Donc, on a plusieurs casquettes à porter. Et c'est important, dans ces moments-là, cette casquette de chef d'entreprise, c'est essentiel parce qu'on va aller chercher les ressources. Parce que chaque casquette a besoin d'habileté qui lui est propre. Et au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin, toujours être dans l'observation, l'auto-observation et faire les petites reprogrammations qui sont nécessaires. Dès lors qu'on se rend compte que c'est possible, ça veut dire qu'un champ de possibilités s'ouvre à nous, quoi. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé du Smarter Plus. Dans le R, je t'ai pas dit ce que c'est. Le R, c'est le révisable. Le révisable. Un objectif que tu poses, il faut pas rester buté et dire c'est ça que je veux. Parfois, l'environnement t'amène autre chose. Il faut savoir dire, OK, est-ce qu'il est révisable maintenant? Okay. Et je révise mon objectif. Sur ton site internet, il y a une citation de Mark Twain qui dit « Si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et qu'il s'efforce de mener l'existence qu'il a imaginée, il jouira d'une réussite hors du commun. » C'est la visualisation créative. Okay. C'est important quand on pose un objectif de la visualiser. OK. Et ça va te donner des émotions. Et tu donnes une commande à ton corps que tu peux le faire. OK, donc comment est-ce qu'on visualise un objectif déjà? Est-ce qu'on se met dedans? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Intérieur. C'était en quelle année tu voulais faire ton podcast? J'ai acheté le matériel en 2022. J'ai commencé à tourner en 2023. Et j'ai commencé à publier en 2025. Avant de venir t'asseoir, une autre question. Pour porter ton habit, tu as fait quoi? Tu l'as d'abord visualisé. Oui, tout à fait. Si le vêtement que tu portes, tu fais des tests pour dire, je vais porter cette chemise bleue. Non, ça n'ira pas. Non, je porte cette chemise verte. Non. Finalement, tiens, la blanche, elle m'irait bien. Je serai confortable. Puis tu la portes. Si, toi, ce que tu portes, tout ce que tu fais, tu vas la visualiser et tu la crées. Donc, ton objectif, tu dois faire la même chose. Ça te permet de te projeter, d'avoir l'image, de voir plus clair, de savoir quels sont les obstacles que je peux avoir pour pouvoir travailler dessus. Ok, tu imagines tout ça, en fait. Oui. Comme un sportif. Comme un sportif. C'est ça. Comment ils font les sportifs? Ils s'imaginent sur le terrain ou ils imaginent le match dans leur tête. C'est la même chose. C'est un outil qu'on a tous et qu'on peut tous utiliser. Tu veux quelque chose, tu l'imagines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans l'exercice, je vais dire à une personne, elle dit, oui, mais moi, coach, tout ce que j'imagine, je ne l'ai plus. Comment ça? Parce qu'ils ont
Il y a des gens qui ont la croyance que si je l'imagine, je ne l'ai plus. En Wolof, sama yaakaar day tas. Ouais. C'est une croyance. Il faut juste travailler avec cette croyance et de savoir que c'est important. Je donne un exemple. Il y a une dame que j'ai accompagnée qui à chaque fois a eu des échecs juste avant qu'on l'épouse, on la demande en mariage, elle en parle, nanana, et elle me dit dès que je me visualise dans ma robe, dans ce que je fais, je commence la personne ne vient plus. Elle vient me voir, elle me dit s'il te plaît aide-moi cette fois-ci. J'ai une personne qui m'a demandé en mariage, Mary, je veux que ça se concrétise. Je dis d'accord. Pour toi, je vais te demander de ne pas être dans l'émotion. Fais comme si c'est pas ton mariage et vas-y. Quand tu vas imaginer ta robe, imagine juste la tenue, mais pas d'émotion dessus. C'est pas ton mariage. Est-ce qu'elle est arrivée à faire ça? Elle l'a fait. Elle a pu le faire. Hein? Elle s'est mariée. Et je dis, imagine et ne reste pas dedans. Rentre et reviens au présent. Fais comme si c'est pas ton mariage. Ne rentre pas dans les émotions. Comme ça, au moins, tu ne stresses pas. Il y a pas de... Et la tenue la plus simple possible. Du coup, tu vas y aller. Tu prends ce qu'il y a à faire. S'il le faut, vas-y même 2-3 jours avant. Si tu as tendance à mettre trop d'émotions dessus, après, pour elle, ça se casse. Donc, on a des contournés. Et ça, c'est pour elle. Pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'émotions quand on visualise. Oui, c'est pour ça que je dis dans son pour cas, elle. Comme elle mettait trop de stress, peut-être, il valait mieux enlever les émotions. Tu comprends pourquoi les outils ne sont pas adaptés à... Oui, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Tu comprends, parce qu'on part de ta carte du monde. Oui. Donc, c'est essentiel, en fait. Je donne cet exemple parce que ça peut aider d'autres personnes qui ont ce cas. Oui. Et ça existe vraiment que moi, quand je l'imagine, ça ne se passe pas. Si tu te projettes et que ça ne passe pas, dis-toi que tu mets trop d'émotions là-dessus. Donc, coupe l'émotion et reste juste sur l'image. Okay. Par contre, on recommande pour toute autre personne qui n'a pas cette croyance, de visualiser, de mettre l'émotion, de te dire, OK, comment je vais le faire l'émotion, c'est pour la motivation. OK. Ça va te pousser. Ah oui. Oui. Parce que si tu dis, je me vois dans 5 ans milliardaire, intéressant. Ben, ça va te pousser à te réveiller. C'est sûr. Tu comprends? Donc ça, c'est pour tout le monde, entrepreneur, jeune. Et puis, mais on ne s'arrête pas à regarder juste la scène et revenir. Et visite les obstacles et les opportunités que ça peut t'amener. OK. Est-ce que c'est aussi une façon d'impressionner le cerveau, puisque le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imagination et le réel? Si tu visualises et que tu mets toutes ces émotions, c'est comme si pour le cerveau, c'est déjà une réalité. Donc, en fait, tu commences à manifester la chose. En fait, tu commandes. C'est même pas l'impressionner. Tu lui passes une commande. Wow. Quand je reçois du monde, et parfois, en formation, on a des cas difficiles. Je me réveille, je me pose, après ma prière, je prends le temps de dire, je commande à mon inconscient de mettre toutes les ressources nécessaires, les ressources dont je suis consciente et je ne suis pas consciente, parce qu'on a toutes les ressources en nous, depuis notre enfance à maintenant. Donc, je me commande à moi, je demande à l'univers de m'aider, je vois la scène, je vois les 3 jours, je vois mon équipe, je vois tout le monde et je mets tout ce qu'il faut pour... Puis je laisse à mon inconscient et surtout à Allah cette intention que j'ai de donner du bien, de donner des ressources aux personnes. Et ça se passe, alhamdoulilah, toujours très bien. Toujours très bien. Tu vois, par exemple, nous, on est en communication, je dis souvent... on transmet de l'énergie, on n'en est pas conscient. Le corps humain transmet de l'énergie. Pour donner l'exemple, tu prends une bouteille, tu prends de l'eau. Quand elle est fraîche, il y a de l'énergie, mais c'est pas perceptible. Maintenant, va bouillir l'eau. Tu poses. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Au bout d'un moment, la vapeur transmet l'eau et tu as de l'eau de l'autre côté. Oui. Ah oui, oui. C'est la même chose que le corps fait quand tu es posé, calme. C'est correct? Mais imagine que tu es très en colère. Tout ce qui sort comme énergie de ton corps, l'autre le reçoit aussi. Comme l'eau chaude. Et il ne comprend pas. Je suis à côté de mon collègue, il est toujours fâché. Je ne sais pas pourquoi je suis en colère.
Tu es en couple, il est toujours fâché, elle est toujours fâchée. Je ne sais pas pourquoi je suis en colère. Il y a une tension terrible. Il faut que parmi eux, juste que les gens comprennent que calmer son mental, être bien, quand tu es avec une personne agréable, toi-même tu es agréable. Donc cette énergie-là, ça se travaille. Tu connais cette métaphore de le petit colibri? Non, je ne connais pas. La métaphore du petit colibri, c'est les animaux qui étaient tranquillement chez eux dans la forêt, puis une tempête, puis il y a eu le feu. Tous les animaux ont quitté leur foyer, désespérés. Ils se sont mis à regarder le feu. Le petit colibri, tout petit, tu connais le petit, il est un petit oiseau avec un petit... Oui. Lui, il a regardé la scène, puis il est parti au niveau du lac et il a pris une goutte, puis il allait au fur et à mesure et il versait une goutte d'eau. Tous les autres commençaient à s'énerver. Le jaguar en premier qui s'énerve, qui lui dit « Mais petit colibri, tu te prends pour qui? Tu penses que tes petites gouttelettes là vont faire quelque chose à cet incendie ?» Il lui dit, et le petit colibri continue, puis à un moment il s'arrête et il se retourne et il lui dit « Au moins, moi je fais ma part. » Et tous, chacun, se sont posé la question « Et si nous faisons notre part aussi ?» Et chacun est parti faire sa part, prendre une goutte pour mettre dans ce feu. Est-ce que ça a éteint l'incendie? Mais en tout cas, une chose est sûre, les animaux ont compris que l'union fait la force. Et que nous aussi, dans notre environnement de travail, perso, professionnel, dans la vie de couple, dans nos relations amicales, relations familiales, si chacun faisait sa part et travaillait sur son mental pour apaiser son corps, ces énergies qui se diffusent et qui font mal un peu partout, ça viendrait calmer les températures, qu'on puisse travailler en paix. Que chacun fasse sa part de travail sur soi. J'ai le questionnaire que je dois te poser. Alors, mon iPad s'est éteint, mais c'est pas grave, je pense que je connais les questions par cœur. La première question, quel est ton principal trait de caractère? Forte. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? La générosité. Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? L'hypocrisie. Quelle est ta définition du succès? Ça ne s'arrête pas. Pour moi, c'est pas une définition, ça. Pour moi, le succès n'existe pas. En fait, on vit son autre vie. C'est comme ça que il n'y a pas de succès forcément. Tu sais, une personne qui gagne, qui vend son tiaf, c'est du succès pour elle. Pour moi, le succès, c'est de vivre pleinement sa vie. Okay. Quel conseil tu te donnerais si tu avais 20 ans aujourd'hui? De commencer beaucoup plus à prendre soin de moi. Oui. Et comment? À me libérer de mon passé, à vivre le moment présent et de créer, de construire, imaginer et construire mon futur. Beaucoup plus tôt. Okay. De quoi as-tu peur? De la maladie. C'est ma plus grosse peur, de ne plus être capable de pouvoir gérer, aider les autres. Être malade au point d'être aidé et de ne pas aider les autres. Ça, c'est ma peur. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise ces 12 derniers mois? Que seul, on n'y arrive pas. Seul, tu peux avancer, mais ensemble, on construit. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et pour finir, est-ce que tu as une devise? Ma devise, c'est toujours mettre du plaisir dans tout ce que je fais. Penser positif, tout positif. Merci beaucoup, Mary. Avec grand plaisir. Merci.